Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres sur le marché que la fidélisation, c'est important, tu vois. Tu vois, les bonnes marques sont assez transparents, ils embarquent leurs clients avec. Toi, tu as intérêt de faire en sorte que tes clients soient contents pour qu'ils reviennent, parce que ça t'a coûté très très cher pour qu'ils viennent. Et tu as intérêt d'animer ta communauté, parce que quand tu vas faire un lancement, ça va faciliter ton lancement et autres. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, on démarre cet épisode après des rebondissements techniques encore une fois. Donc du coup, il va peut-être falloir que j'écrive au support de mon système de podcast. Thomas, merci pour ta patience et merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Ravi d'être là aujourd'hui. Bon, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute. En plein Q4 là, donc je te cache pas qu'on fait des emails. Ouais. Tu me disais que t'es un peu, t'es en ce moment grosse charge de boulot. T'es un nouvel invité avec un t-shirt noir, donc on apprécie beaucoup la team t-shirt noir ici, donc tu verras que ça sera relayé dans les commentaires. On est une secte, on est une légion, donc c'est cool. Un de plus, ça fait super plaisir. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Thomas Pellegay, j'ai 27 ans, je suis le fondateur d'Email Club. On est une agence de CRM. En gros, moi je vends un CRM manager externalisé. L'idée c'est qu'on on accompagne les e-commerçants qui font entre 100K et 1 million de CA par mois. Sur ces volumes-là, il y a beaucoup de CA incrémental à aller chercher s'ils ont une strat CRM bien optimisée. Du coup, moi, je leur conseille de nous la déléguer, quoi. Souvent, on entend la notion de CRM, on entend souvent le CRM pour les sales, avec des pipes en mode il faut rappeler cette personne a été, elle a déjà eu le pitch, il faut la relancer, celle-ci, il manque juste le contrat à signer, etc. Comment t'entends le CRM si jamais il y a des gens qui ne comprennent pas l'idée du CRM email, en fait, quel est l'intérêt en fait du CRM email? C'est un peu la même chose, c'est juste que nous, on s'en occupe que pour les e-commerçants, par simplement d'expertise sur en B2B ou autre. L'idée, c'est la relation client, gérer de la relation client. Nous, on s'occupe dès que c'est du one-to-many ou des choses personnalisées, on va dire. Donc, en gros, il y a le support client qui va répondre aux demandes one-one. Et le CRM, c'est en général un logiciel qui recense toutes les informations des clients. Et à partir de ça, on peut mettre en place tout un tas d'automatisation pour driver du business et envoyer des communications de masse, pareil, pour soit répondre à des objectifs business, donc faire du CA, soit marketing et aller chercher des avis, aller chercher plein d'autres choses. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis CRM manager, parce qu'on fait aussi des SMS. Tu peux faire tout un tas de choses qui sont centrées autour du client, quoi. Et aujourd'hui, l'impact d'avoir un CRM sur son e-commerce, l'impact, aujourd'hui, les coûts d'acquise, ils ont explosé. On est d'accord, c'est devenu n'importe quoi. Du coup, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au CRM, alors qu'avant, on pouvait avoir un positionnement un peu bourgeois, c'est-à-dire je fais que de l'acquisition parce que c'est pas cher, et donc du coup, je me fatigue pas, quoi. Et là maintenant, j'ai l'impression dans mes conversations avec des e-commerçants que le CRM prend toute sa place. Est-ce que toi tu le ressens aussi, le fait de devoir optimiser ses marges grâce à l'email et grâce à la relation client, du moins? Carrément. Déjà, c'est un canal qui est super vieux, hein. Moi, nous, on est des nouveaux acteurs du CRM, très e-commerce, mais bon, l'email marketing, ça existe depuis 20 ans. Il y a des acteurs qui étaient présents bien avant. L'idée, c'est que, on en parlait la dernière fois d'ailleurs tous les deux. Il y a 3 ans, c'était facile d'acheter des clients sur Facebook ou autres canaux d'acquisition. Il y a plein de marques ou de boîtes qui allaient pas optimiser leur strat CRM. Aujourd'hui, avec les coûts d'acquisition qui explosent, pour beaucoup, tu as une logique de lifetime value, donc de valeur vie client. Combien mon client va me rapporter si j'arrive à le faire rentrer chez moi? Et un des leviers pour optimiser cette lifetime value, c'est le CRM. Donc, tu te dis, si je dois donner 30 € à Facebook, j'ai bien intérêt à me concentrer pour qu'au lieu qu'il me rapporte 60 en lifetime, il me rapporte 90. Un des moyens le moins coûteux de faire ça, c'est le CRM, parce que l'outil est marginal. C'est-à-dire que même si Klaviyo, c'est assez cher pour un gros e-commerçant, c'est vraiment pas cher. On ne paye pas l'email envoyé ou des choses comme ça. Et après, sur des tailles qui sont assez grosses, finalement, c'est un profil qui va contribuer à 20-30% du chiffre d'affaires d'un e-commerçant. Donc, c'est archi rentable. Puis en plus, c'est ce qu'on appelle du own marketing. Donc, on a la main. Et c'est assez rassurant dans une période où on n'est pas forcément, on maîtrise pas sur tous les canaux, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, le vieil adage, l'argent est dans la liste. Souvent, j'entends ça. Alors, j'entends souvent ça pour les gens qui vendent des formations.
Toi, t'es plutôt d'accord aussi, j'imagine, que le gros capital de la boîte, c'est la liste email, quoi. Le gros capital, je sais pas si c'est ça. Moi, je pense que number one, c'est le produit. Parce que si t'as une super liste, mais que t'as des produits qui sont pas bons, tu revendras pas. En revanche, oui, une liste, c'est super bien. Tu peux la travailler. Faut juste pas penser que ça va durer pendant 10 ans. Tu vois, quelqu'un qui est rentré chez toi, si t'arrives pas à le réactiver en 6, 12 mois, c'est fini. Mais ouais, il y a beaucoup de CA à récupérer là-dessus. Bon, du coup, tu nous as préparé. Donc, genre, je l'avais déjà entendu. Moi, je t'ai connu à travers un podcast sur le panier. Tu nous as préparé un épisode comme jamais un épisode n'a été préparé. Ça, c'est ta réputation te précède. Là, une fois de plus, tu prépares un truc. On a un truc directement actionnable. Donc, honnêtement, c'est même pas un podcast, c'est une masterclass. Ce que tu nous as préparé. Et t'as catégorisé les différentes actions actionnables. Dans 2 grandes catégories. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah écoute, moi je me dis dans l'idée, je te remercie pour l'invitation. Si on peut partager des trucs pour ceux qui s'intéressent au CRM, que ça soit e-commerce ou autre, bah je vais partager ça. On a fait, il y a quand même, donc comme tu dis, j'étais invité par Laurent Crête sur le panier. On avait fait un épisode très actionnable que quelques personnes ont écouté, et du coup je me suis dit, ce qui peut être cool, c'est d'avoir une première partie avec les must-have. Donc, en gros, tout ça, vous devez l'avoir. Ça peut être un redit avec l'épisode du panier, mais en gros, c'est des choses où si tu les as pas, bah, c'est hyper important d'aller les mettre en place. Et une deuxième partie où, bah, pour ouvrir sur des trucs un peu plus sympas. Donc voilà, si tu as plus de temps, si tu as une ressource dédiée, tout ce que tu peux faire est peut-être pour ouvrir au champ des possibles. Donc voilà, l'idée, c'est de passer assez rapidement sur tous les sujets, mais couvrir peut-être d'arriver à vous convaincre pourquoi cette automatisation, il faut que vous la mettiez en place. Et voilà. Moi, je t'ai posé la question quand on s'est rencontrés, du coup. Alors déjà, je refais un peu le scénario. J'écoute l'épisode avec Laurent Crête sur le panier. Moi, j'envoie ça sur le Slack à mon équipe. Je dis, OK, vous me listez des trucs qui ont été dits. Je veux en fait un récap de ce truc-là. Je veux qu'on le mette dans le Notion, que ça fasse partie de nos procédures. Et du coup, Natacha, qui du coup ma collaboratrice sur le podcast, je dis, il faut que tu contactes Thomas. Je veux faire un podcast avec. Donc déjà, vraiment, c'est une des rares fois où c'est arrivé, où vraiment j'écoute un truc et je dis, OK, il faut que Thomas il soit là dans nos procédures, mais qu'il soit là aussi sur le podcast. Donc ça, c'était vraiment un super truc cet épisode. Et moi, je t'ai posé une question. J'ai dit, t'en donnes tellement, tu t'envoies tellement de valeur dans l'épisode. Est-ce que t'as pas peur que les gens, ton boulot, c'est quand même de faire de la presta, et t'as pas peur que les gens ils aillent directement le faire et tout. Et toi, ça te pose pas de problème. Et au contraire, et là-dessus, on est à peu près d'accord, qu'envoyer un max de valeur comme ça, c'est hyper intéressant, et que en fait tu vois des retours sur investissement sur ta boîte, puisqu'en fait t'éduques des gens, et en fait les gens ils se rendent compte que soit ils ont envie de te le déléguer parce qu'ils comprennent ton expertise, soit ils ont envie d'essayer, puis ensuite après d'optimiser avec toi, et donc ça, moi franchement je trouve ça génial, et ce côté donné en premier, tu le revois, et donc je peux que inciter les gens à contacter Thomas par la suite s'ils ont des emails à traiter, s'ils ont des questions ou des projets. Très sincèrement, c'est vraiment top. Et ceux qui ont la foi, le courage de mettre tout ça en place, ben du coup l'épisode sera clairement une recette de cuisine directement actionnable, quoi. Donc ça c'est vraiment très très cool. Bah, écoute, on partage ça. Après, c'est pas des choses qui sont très secrètes. On a l'avantage en CRM, c'est que ce qu'on fait pour nos clients, tu peux le voir. Tu vois, tu t'abonnes à nos clients, tu peux voir plein de choses. Moi, je pense que c'est important, justement, si on peut tous partager ça et que tout le monde peut optimiser son CRM. J'étais avant dans un groupe e-commerce où on se nourrissait des podcasts et autres. Et je trouve que c'est intéressant s'il y a des gens qui partagent. Et après, si moi, mon business, il tient pas parce que je partage quelques-unes de mes recettes sur Internet, c'est peut-être que j'ai pas assez travaillé. Donc, libre à nous de trouver des nouvelles choses. Ce qui est marrant, c'est qu'on arrive toujours à trouver des nouvelles mécaniques un peu sympas. Et donc, ouais. Trop bien. Mais ça, je le garderai. Si mon business, il tient que à des trucs que je cache, c'est qu'il tient pas très bien. Très bien. C'est parfait. Commençons, après ces 10 minutes de teasing, à parler, du coup, des must-have. Tu veux commencer par quel point? Cool. Très bien. On peut commencer par les news. Donc, les newsletters, des envois de masse. L'idée, c'est de faire, en gros, les news, la collecte, les automatisations, puis après, les SMS. Et ensuite, on fait les nice to have. Un sur les automatisations. Je pense que ce qu'on peut mettre en place si on a un peu plus de temps. Et les newsletters, comment on peut travailler les news pour faire mieux. Donc, ce que vous voyez dans les must-have, c'est pas forcément, enfin, c'est une strate très légère, mais parce que pour beaucoup, je sais, en général, le CRM, ça prend beaucoup de temps, c'est extrêmement time consuming. Donc, à minima, faut faire ça. Et après, en nice to have, on verra, oui, effectivement, si vous avez plus de temps, vous pouvez faire beaucoup mieux. Mais à minima, faut faire ça.
Donc, si on commence par les newsletters, à Le minima... must-have, on peut dire que c'est le Pareto. On est d'accord? Ouais, voilà. Ok, très bien, parfait. C'est les gens, c'était quand même le thème du podcast au départ, donc comme ça au moins on le répète. Vas-y, alors je te laisse dérouler. En gros, tu te rends compte, mais c'est valable dans plein de trucs dans la création de contenu, que un des premiers leviers que tu peux faire pour augmenter tes perfs, c'est de faire un planning parce que tu as plus de chances de t'y tenir. Donc, step one, et il y en a plein qui n'ont pas un planning, alors à minima 1 mois, enfin, si possible 3 mois. Après, je sais qu'en e-commerce, on a beaucoup d'aléas liés au stock et autres qu'on peut moduler, mais ça n'empêche pas de faire un planning et comme ça de savoir ce que j'envoie la semaine prochaine. Vraiment, ça aura un impact mais monstrueux sur le fait de shooter des news de manière régulière. Et du coup, si on shoot plus, on fait plus de CA. Une newsletter, donc c'est un envoi de masse. Donc on va choisir un segment ou une liste. On va préparer un email et on va l'envoyer en one shot. Ça prend un peu de temps à faire, surtout que je vous recommande d'envoyer toujours des news uniques. Donc du coup, faire un planning et se dire que je sais, tac, 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 je sais qu'en début de mois, les gens ils sont payés, ils ont envie d'acheter. En fin de mois, en général, j'arrive à vendre aussi sur le coup du 28-29. Voilà, je fais mon planning, j'essaie de voir ce que je peux caler. En plus, le fait d'anticiper, je sais que j'ai un produit qui sort dans 3 semaines, 1 mois. Je peux me dire, attends, j'ai envie d'être un peu créatif sur le lancement de ce produit. Enfin, je pense qu'il y a une énorme partie du business qui se passe sur le planning. Donc, step one, on fait un super planning. Les croyances du spam, en gros, moi je lis pas les newsletters, pourquoi je devrais en envoyer? Est-ce que c'est un argument que tu as? En tout cas, moi, c'est un argument que j'ai déjà donné à mon équipe et qui était une connerie en fait. Donc, est-ce que toi tu as cet argument de temps en temps? Ah bah nous, H24. Hein. Après, t'as des e-commerçants qui vont envoyer une news par semaine. T'en as qui vont en envoyer 4. T'en as qui à minima, faut envoyer un mail par semaine. Faut se dire que si tu contactes pas les gens, tu les payes et tu les perds. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être des risques de désengagement. Donc c'est une connerie. Et peut-être que si tu ouvres pas les news, c'est qu'elles sont pas assez bien. On y reviendra après sur les must-have en news, mais voilà, les gens ils sont pas obligés d'être abonnés. On va envoyer que aux gens qui sont intéressés. Il y a quand même beaucoup de chiffre d'affaires à les récupérer. Et après, faut pas se leurrer. La newsletter, c'est un canal qui est très peu engageant. La métrique marché, c'est 0,1% de conversion. Donc c'est que dalle, 1 pour 1000. Donc c'est un jeu de volume. Maintenant, si tu fais des bonnes news, tu vas augmenter ça, mais tu feras pas 1%, tu feras 3 pour 1000. Mais si tu fais ça toute l'année et que tu travailles ta liste, in fine, tu fais du CA. Donc ça, c'est un premier truc. Ton segment, justement, à qui j'envoie? Moi, je recommande aux gens de pas trop, si t'as pas trop de temps, de faire un segment clé, tu vois, qu'on définit, où on se pose bien. Et puis après, on joue sur les délais. Donc en gros, c'est un segment où on va... Pour très rapidement, la segmentation, c'est que si j'envoie toute l'année des mails à toute ma base, je vais finir en spam, effectivement. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller plaire à Gmail pour lui donner des signaux positifs. Il y a plein de choses qu'on peut faire techniques, vous trouverez les infos en ligne, mais il y a une chose qui est très facile à faire, c'est d'envoyer des mails à des gens qui interagissent avec. Donc ça, c'est très simple. Du coup, il y a différents critères d'interaction qui sont différents, qui sont plus ou moins pertinents. L'ouverture, c'est un truc qui est de moins en moins pertinent parce que depuis octobre 2021, les gens qui ont un iPhone ont la possibilité de masquer leur interaction avec les emails. Ce que va faire l'iPhone, c'est qu'il va précharger les photos et donc il va simuler l'ouverture. Sur une DNVB, une marque qui touche une audience assez jeune, ça peut être 60-70% des ouvertures qui sont simulées. Donc on sait que ça compte beaucoup moins qu'avant. Donc, on va faire notre segment, on va prendre différents critères d'interaction, plus ou moins pertinents. L'ouverture, le clic, le fait qu'il soit inscrit il y a X temps, le fait qu'il ait visité le site, le fait qu'il ait fait un checkout et le fait qu'il ait passé commande. Et ensuite, donc ça, c'est la base. Ça, c'est les or. Après, je mets un end, accept marketing is true. Ça, c'est important. End, potentiellement, je vais rajouter 2 trucs. Un, je vais pouvoir exclure les gens qui sont encore dans des flows. Donc, genre end, checkout, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Je peux exclure mon abandon et des choses comme ça. Et potentiellement, je vais exclure les gens qui ont acheté ces X derniers jours pour pas les embêter et pour couvrir mes aléas de livraison. Très souvent, ceux-là, ils seront dans un flow, non? Ou peut-être pas. Flow de remerciement, flow d'upsell, peut-être même pas. Bah si, mais en fait, le truc, c'est que moi, je vais les exclure. Par exemple, le checkout, je vais mettre and checkout started 0 time in the last 7 days and place order 0 time in the last 7 days. Comme ça, on est... Ok. Donc là, on est parti dans un truc directement là, hyper technique. Du coup, si je reformule, je fais le moldu. J'envoie une newsletter
quelqu'un dont les événements d'ajout au panier, etc. ont été joués, c'est-à-dire que il est revenu sur le site, il a actionné sur le site. S'il est déjà dans une automatisation, par exemple, un flow de bienvenue ou un flow de récupération de panier déjà ou quelque chose comme ça, je ne vais pas le faire. Donc, c'est-à-dire que s'il est déjà dans un système d'email, je ne vais pas rajouter ce truc-là en priorité. Ce truc-là arrivera en second, une fois qu'il sera sorti du flow. Et puis, s'il vient juste d'acheter, je le fais pas non plus. Voilà, modulo, 4 lancements par an, le Black Friday ou des trucs où là, tu vires les exclusions. Voilà. Et donc, avec ces différents critères d'interaction, je vais jouer avec le nombre de jours pour viser un taux d'ouverture cible. Donc, par exemple, si j'ai 40% avec tout à 6 mois, l'objectif, c'est d'avoir le segment le plus gros possible, mais de maintenir des bons taux d'ouverture pour garder une bonne réputation. Donc voilà, tu joues avec ça. Et après, tu regardes dans tes détails, si on a un peu de temps, est-ce que j'ai un problème sur Gmail? Auquel cas, je vais faire 2 segments. Un Gmail où je vais aller être plus serré et un non Gmail où je vais être plus large. Voilà, super simple, on fait juste ça. Et du coup, j'ai mon segment, ça c'est celui que je vais utiliser toute l'année. Et en fonction de mes ouvertures, je joue avec les jours. Et comme ça, je me prends pas trop la tête. Bien sûr, je vous recommande de faire mieux si vous avez plus de temps. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, le fait de faire ça, vous serez pas en spam et vous aurez des bons taux d'ouverture. Très bien. Donc toi, tu utilises Klaviyo, tu es un gros fan de Klaviyo, je le sais. Qu'est-ce que tu penses des autres outils? Est-ce qu'on peut avoir le même niveau de détail malgré tout, même si toi tu préfères Klaviyo? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Ouais, carrément. Ça dépend du business. Je pense que tu peux sur tous les outils faire tout de manière générale. Moi, je suis sur Klaviyo pour un intérêt pur personnel. J'étais sur Klaviyo pendant un moment avant de lancer Email Club. Email Club, c'est une agence. Notre objectif, c'est d'être les meilleurs sur un truc. C'est vachement plus facile de former une équipe, d'être les meilleurs sur un outil. Donc, on a choisi l'outil qu'on préfère, qui est Klaviyo. Je pense que l'avantage de Klaviyo, c'est que la facilité d'utilisation augmente les chances que tu fasses des choses stylées et que tu le fasses régulièrement, que tu fasses des tests et autres. Tu peux tout faire sur Sendinblue, qui est 2 fois moins cher. Mais l'outil, je veux pas faire de mauvaise pub, il est moins intuitif à utiliser, on va dire. Et du coup, tu te retrouves à souvent, pour avoir fait beaucoup d'audits, faire beaucoup moins. Donc, faut savoir que ça coûte rien un Klaviyo. Un e-commerçant qui fait 300K par mois de CA, il va payer 800 000 euros de Klaviyo par mois. Oui, ça fait un budget, mais vaut mieux avoir un bon outil pour faire ça. C'est tellement important. Très clair, merci. Et du coup, là, on a fait notre planning, on a capté notre segmentation. Maintenant, c'est comment je fais des emails. À minima, je vais juste me poser 3 questions et on va pouvoir faire tout type d'email. En vrai, faut faire des tests, voir ce qui vous plaît. Mais je pense que c'est intéressant de regarder les KPI à suivre et comment on va pouvoir s'améliorer. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire des mails, essayer de comprendre ce qui marche pour nous et s'améliorer. Les KPI à suivre, donc c'est l'ouverture, évidemment. Parce que ça nous permet de savoir si on a envoyé à toute la Terre ou si justement on a envoyé à pas assez de gens. Je veux dire, si vous avez 65% d'ouverture, soit c'est que vous vendez des coques de téléphone aux US et que tout le monde a un iPhone 13. Donc là, pas d'alarme. Soit c'est que vous avez envoyé que à vos amis et du coup, c'est un problème. Ensuite, j'ai le clic. Le clic, c'est en général par les outils montrent le clic, qui est donc le nombre de clics sur le nombre de gens qui l'ont reçu. Moi, je pense que c'est moins pertinent que si vous faites vous-même le calcul du click-through, donc nombre de clics sur le nombre de gens qui l'ont ouvert. Ça vous donnera une meilleure information sur la qualité de l'email et est-ce que l'email est poussé à cliquer. Et ensuite, le placed order rate, ça c'est intéressant, justement, c'est le nombre de conversions par rapport au nombre d'emails envoyés. Encore une fois, toutes les KPI, c'est pour ça que le CRM, c'est niveau KPI, c'est particulier. Tout est biaisé. Si j'envoie que à mes meilleurs clients, j'ai un placed order rate monstrueux. Ça veut pas dire que je suis bon. L'idée, c'est d'arriver à utiliser ça pour itérer. En gros, si je regarde mon KPI et que j'essaie de mettre une définition en face, taux d'ouverture, ça va être mon objet. Taux de clic, ça va être la performance de mon email. Et tout ça mis en contexte avec la qualité de mon audience et la segmentation de mon audience. Ouais, ouverture, c'est sujet. Tu peux jouer dessus avec le sujet et la segmentation. Le clic, c'est la qualité de ton email. Est-ce qu'il poussait à cliquer? Parfois, parfois, tu n'avais pas un objectif de clic. Et puis, le placed order, c'est la commande. Très bien, très clair. Voilà. Et du coup, après, on va se poser juste 3 questions à chaque fois qu'on fait un mail. Si ces 3 questions, ça marche, on est parti. Première question, pourquoi j'ouvrirais cet email? Donc là, je vais forcer un peu sur l'objet. Je vais essayer de créer des raisons de l'ouvrir, parce que les gens ont reçu plein d'emails, vous êtes à côté de plein d'autres emails. Donc, pourquoi j'ouvrirais cet email? Pourquoi je cliquerai sur cet email, donc une fois que je suis dedans. Donc, typiquement, si j'ai un premier jour du Black Friday, ça sert à rien de mettre un flux produit avec les prix. Peut-être que là, ça vaut le coup de faire un mail court et d'envoyer les gens sur le site. Je vais maximiser mes clics.
Si vous avez un doute, vous faites un A/B test et vous voyez quel est le meilleur CTR. Ouais, on peut jouer avec ça. Donc, pourquoi je cliquerai sur cet email? Typiquement, si j'ai un seul bouton qui est tout en bas, bah non, je ne vais pas cliquer. Bon, bah, du coup, je sais déjà qu'il faut que je remonte mon bouton. Et ensuite, pourquoi j'achèterai? Ça, c'est un peu plus touchy, mais ça nous permet d'améliorer la qualité du contenu. C'est-à-dire que si on est en novembre ou en décembre et que vous vendez des produits, si vous mettez en avant des sélections et que vous donnez un petit peu des idées en disant tu vas pouvoir acheter ça pour ta grand-mère, tu maximises. Donc la question c'est pourquoi j'achèterais? Parce que j'ai montré ça et que les gens ils ont sûrement des mamans et du coup ils vont pouvoir acheter tel produit, tu vois. Bah et ces 3 questions, et tu regardes les KPI et tu t'adaptes. Très clair, très clair. Il y a quand même l'email, c'est pas qu'une histoire de bourrinage. Et d'ailleurs, ceux qui bourrinent, ils n'y arrivent pas. Il y a quand même une vraie intention marketing. Il y a quand même une vraie histoire à raconter. Et est-ce que il t'arrive d'avoir par exemple, sur le Black Friday, tu disais, tu vas envoyer direct sur la boutique. Est-ce que tu synchronises ça avec une stratégie de pub, par exemple en retargeting? Est-ce que ça t'arrive d'avoir une stratégie conjointe avec le média buyer? Alors nous, on fait pas de pub, mais nos clients, ouais. Pendant le Black Friday, déjà, faut savoir que ça dépend de tes outils, mais souvent tes outils, ils sont 5 avec ton business manager. Et après, pendant les périodes clés, bah, les clients, ils adaptent leur communication. Tu vois, c'est une communication globale sur le site, sur les réseaux sociaux en organique, sur les réseaux sociaux en paid, etc. Bah, du coup, là, on a notre petite strat news. Non, faudrait qu'on ait des emails. Donc, très simple en termes de collecte. Si j'ai un peu moins de temps, je fais juste à minima. Je pense que ça peut être intéressant de mettre une pop-up sur le site. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas les pop-up. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, tu sais, c'est toujours pareil. J'aime pas les avoir quand je suis consommateur, mais je sais que j'ai besoin de les mettre quand je suis vendeur. Donc, tu vois, c'est comme l'email tout à l'heure quand je te disais, ouais, je veux pas envoyer des emails parce que j'ai pas envie de passer pour un spammer parce que je déteste les spams. Mais en fait, les mails que j'ai pas envie de recevoir, je me désabonne et y a pas de souci, tu vois. Donc pour la pop-up, c'est un peu la même logique. Si je me positionne en tant que consommateur, ça me fait chier. En tant que vendeur, évidemment que c'est la clé, quoi. Bah ouais, je suis un peu d'accord avec toi. En tant que client, c'est jamais ouf. Après, tu peux réduire la friction, tu vois, en la plaçant au bon moment, en jouant sur les trucs. Mais objectivement, en France, on a rarement des taux de conversion de 100% sur le site. Et du coup, surtout sur les first-time visiteurs. Et du coup, bah, ça peut être intéressant d'essayer de choper leur mail et de leur vendre à un autre moment. Donc voilà. Je m'étais dit, j'allais juste vous partager quelques métriques. Comme ça vous donnera des idées de où vous situez. Si je suis une marque de mode, je fais une pop-up où j'ai vraiment pas envie que les gens s'inscrivent et je mets inscrivez-vous à la newsletter. Tu vois, le truc, tu l'as déjà vu, cette pop-up partout. Ah là, t'es bien parce que tu vises des ambitions très faibles. Donc, tu vises de 0 à 2% de conversion de ta pop-up. Donc, ça, c'est le premier métrique. C'est genre, il n'y a aucun reward, aucune incentive, aucune raison de s'inscrire. Donc, vous ne pas le mettre, ça surcharge le site et ça détruit l'expérience utilisateur pour rien, quoi. Tout dépend de ta strate de marque. Il y en a qui veulent absolument pas faire et donc, c'est déjà mieux que rien, tu vois. Tout est relatif. Ok. Donc, ça, c'est une première. Mais si je veux dire, si vous avez une pop-up où il y a juste marqué inscrivez-vous à la newsletter et vous avez 1,2%, pas d'alarme. C'est juste que vous n'avez pas les bons outils. Ensuite, il peut y avoir un incentive financier, donc un reward. Si tu as un reward en pourcent ou en euros, tu dois viser entre 5 et 7%. Sachant qu'encore une fois, ces pop-up, moi, je recommande de les montrer qu'à des gens qu'on ne connaît pas. Donc, on dit à l'outil, ne les montre qu'aux gens que tu connais pas et de les montrer une fois. Donc, c'est pas hyper relou. Et si possible, de pas la montrer instant, mais d'attendre genre 30 secondes. Souvent, il y en a qui disent c'est 60% de la navigation. Ça dépend des outils. Si c'est des outils qui sont hyper puissants, tu peux attendre la deuxième page ou autre. Est-ce qu'on est soumis à des problématiques de consentement? Par exemple, si j'accepte pas les cookies sur le site, la pop-up ne va pas savoir si elle elle a déjà été présentée ou pas? Exactement. C'est hyper imparfait, les pop-up. Okay. Il y a ça, il y a si tu as changé de téléphone, si tu es en navigation privée. Ok. Donc là-dessus, on s'inquiète pas aussi. On met une règle de principe, mais il y a tellement de contexte en termes de consentement et d'utilisation que ça peut s'afficher plusieurs fois ou ne pas s'afficher du tout, quoi. Ouais. Faut juste s'assurer que si elle s'affiche, tu files un code, tu l'envoies, quoi. Ok, mais parfait. Worst case, voilà. Ça, ces gens-là, ils peuvent faire 5-7%. Et là, c'est bien. On est déjà content. Et après, tu as un troisième type de pop-up où tu vas être créatif, soit avec un giveaway, donc tu dis inscrivez-vous pour tenter de gagner notre super pack, soit avec une spin to win. Je sais pas ce que tu en penses. T'as sûrement fait ça dans le e-commerce il y a quelques années. Ça marche très très bien. Il n'y a pas de débat. Après, si tu as une super marque, je suis pas sûr que ce soit le meilleur outil, ou alors à utiliser de temps en temps, tu vois. Et eux, ils peuvent viser 10%. Donc après, libre à nous d'itérer sur, tu vois, par exemple, pendant le pré-Black Friday, je veux dire inscris-toi pour le Black Friday. Pendant le Black Friday, je veux dire inscris-toi pour choper tes 15%.
post Black Friday, je veux dire, grand concours de Noël, inscris-toi pour gagner, je sais pas quoi, tu vois. Ce côté jeu, interaction, performe plus quand même. Donc, si on n'utilise pas en effet la wheel, donc c'était une roue en fait, c'était un peu comme la roue de la fortune. Tu jouais, et en gros, tu mettais ton email, tu pouvais gagner quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, cette douce époque, il y a quand même possibilité aussi de créer quelque chose de sympa pour peut-être un peu moins agressif, un peu moins fête foraine, mais il y a peut-être une idée à chercher derrière ça. Donc on sait que ça performe mieux. Apparemment, c'est 30% de plus. Donc il y a quand même quelque chose à creuser là-dessus. Ça marche bien. Ouais. Donc voilà. Là, tu as ta pop-up. Tu peux choper des mails avec ça. Suite à ça, ils recevront des automations, on est d'accord. Et dans un deuxième temps, tu as le checkout où tu peux choper des mails, mais encore une fois, c'est assez mince. Puis un autre truc en must-to-have, c'est landing page, lead gen. Donc, en gros, tu fais une landing page et tu vas essayer de dire, soit avec une logique de juste inscrivez-vous pour gagner X en retargeting, justement en ads, soit avec une logique de concours, tu vois. Par exemple, tu vends des protéines et puis là, tu vends du collagène, admettons. Bah, tu fais le grand concours du collagène, gagner 100 euros de collagène, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est de bien tripliquer ta landing page pour les gens que tu connais pas, les gens que tu connais mais qui n'ont pas acheté, les gens qui achètent d'habitude, et de faire tes campagnes bien mutuellement exclues. Comme ça, tu pourras gérer ton ROI. Et en fait, tu te rends compte, sauf si je dis une grosse connerie, que souvent, c'est un mécanisme qui est rentable sur une audience warm, mais qui est pas très rentable en cold. Donc, ça permet d'ajuster les budgets. Alors que si tu fais au global, tu vas être là, ouais, je suis super rentable. En fait, tu es en train de brûler du budget sur des gens où, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc tripliquer, très bon. On le fait trop peu. On essaie de batailler avec des UTN, des trucs comme ça. Faire 3 LP qui ont trois segments de clients différents, c'est très bien. Et ça, c'est pas plus chiant à faire en fait. Mais par contre, en termes de ressources, de data et d'optimisation du budget, c'est un max. Enfin, ça maximise le ROI de ouf. D'en effet pouvoir segmenter tout ça. Très clair. Voilà, ça c'est une version, je pense que c'est à minima, on a fait ça, on a des mails, on envoie des news. Donc voilà, je vais faire vite fait les SMS si tu veux, et après on fait les automatisations. Les SMS c'est la même chose, juste le seul truc c'est que pour beaucoup, toi tu as dû connaître le e-commerce avant les changements de règles sur les SMS, mais le SMS, on doit avoir un opt-in express. Je dois cocher et je dois rentrer mon numéro de téléphone une fois spécialement pour le SMS. Donc, autant vous dire qu'on va choper très peu de SMS. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on commence le plus tôt possible, même si on les utilise pas trop. Parce que dans 2 ans, si Gmail a décidé de cacher nos emails, on sera bien content d'avoir opt-in des SMS pour faire du business, justement. Donc ça, genre, archi important. Donc, si on peut faire ça, c'est bien. Si on a la possibilité de faire un abandon de panier en SMS, ça marche tellement bien. Donc faisons-le. Juste, faut être très très précautionneux sur les métriques qu'ils annoncent. Quand c'est du transactionnel, t'as quand même besoin d'avoir cette opt-in un peu compliqué à obtenir. Hein. Non, mais toi, tu veux pas faire, c'est pas du transactionnel. Nous, on veut faire du promotionnel. Non, mais si admettons t'es sur de l'abandon de panier, est-ce qu'on n'est pas déjà dans du transactionnel? Non, c'est promotionnel. D'accord, bon, j'aurais essayé. Non, ça il faut choper l'opt-in. Après, il y a différents outils qui font différentes gestions de la règle. Mon Marocco, c'est choper des opt-in, faire l'abandon de panier, juste être très précautionneux sur l'attribution. Donc, tu sais, en email, déjà, on attribue, toi, sur tous les canaux, l'attribution, c'est plus ou moins freestyle. En email, c'est un peu freestyle puisque c'est à l'interaction. Et on a bien vu que les ouvertures étant simulées, l'interaction est plus ou moins rigoureuse. En SMS, souvent, c'est à la réception ou au clic. Est-ce que tu peux détailler le principe d'attribution? Parce que moi, j'en parle souvent pour de la pub, mais du coup, est-ce que tu peux quand même l'expliquer s'il y a peut-être des gens qui ont pas cette notion-là? L'attribution, c'est j'envoie un SMS, combien il a fait de vente. L'outil de SMS étant connecté à mon outil, à mon CMS, il sait si les gens qui ont reçu le SMS ont acheté. Et nous, on va définir des règles d'attribution. On va lui dire, si la personne, elle a reçu le SMS ou elle a cliqué dessus dans les 24 heures après réception du SMS et qu'il achète, tu peux dire que tu as fait la vente. S'il achète 3 jours après, tu peux pas dire que tu as fait la vente. Et lui, vu que l'outil de SMS, et donc en email, c'est pareil, mais c'est à l'interaction. C'est-à-dire que si tu as ouvert ou tu as cliqué, tu règles le nombre de jours et que la personne, elle achète pendant cette fenêtre d'attribution,
on peut dire qu'on fait la vente. Et dans la pub, on a un élément supplémentaire, c'est qu'en fait, une vente n'est pas forcément attribuée à 100% à un canal d'acquisition. Ça peut être 25% pour ton retargeting, 50 à ton acquisition froide et le reste aux emails, par exemple. Donc il y a ça aussi, c'est qu'une vente, on part du principe que elle n'a pas été faite que sur une pub une fois à un moment. En fait, c'est un ensemble de choses qui contribuent à la vente et dans ce cas-là, on leur attribue une partie de la vente. Donc ça, c'est un peu plus avancé, mais ça permet vraiment de maximiser ses budgets. Le retargeting, si on regarde le CPA sur du retargeting, il est toujours très haut. Mais par contre, si on enlève le retargeting, ça fait monter le CPA global. Il faut vraiment le voir aussi. Donc, il faut pas le voir que Google ça fonctionne pas, Facebook ça fonctionne pas. Il y a que YouTube qui fonctionne en pré-roll, quoi. Donc, ça marche pas. C'est un ensemble de tout, très souvent. C'est ça. Et les emails, c'est juste, il y a une grosse partie d'attribution. C'est-à-dire que nous, tout seuls, tu nous laisses avec un site et un Klaviyo, on fait rien. Donc ton panier abandonné, il s'attribue une vente, mais le mec, il a abandonné un panier, c'est bien que quelqu'un l'a amené sur le site, tu vois. Exactement. Donc, en général, si tu fais ton Excel, tu regardes, tu as toujours plus de 100% si tout le monde lève la main et qu'il dit qu'il a fait la vente, finalement, plusieurs personnes disent avoir fait la même vente. Donc, ce qui est important, c'est pas tant que ça, c'est d'être conscient de l'imperfection du modèle, de le réduire au minimum et de juste regarder les trucs relatifs, mais de pas dire, mon SMS, il fait 30 de ROI. Probablement non, tu vois. C'est juste que l'attribution du SMS est élevée. Et donc, le SMS, de base, il est réglé hyper large. Donc, tous ces outils-là, ils te vendent, eux, leur intérêt, c'est que tu aies l'impression d'avoir un super ROI pour augmenter tes dépenses chez eux. Donc, dès que vous installez un outil, et même Klaviyo, que j'adore, son réglage de base, c'est 5 jours. Je vous recommande de mettre à 2 jours. Les SMS, c'est pareil. Et donc, voilà. Très important, sujet d'attribution, sinon... vous serez moins confiant sur vos décisions, quoi. Puisque si on envoie un SMS aujourd'hui, mais qu'il achète dans 5 jours, c'est probablement que toi, tu l'as retargeté en ads. C'est peut-être toi qui as fait la vente, tu vois. Et du coup, on a chopé des SMS, on envoie un abandon de panier parce que ça, c'est rentable, mais on n'est pas hyper emballé par les chiffres qu'ils nous annoncent. Et de temps en temps, on envoie des blasts en campagne, si possible, parce que là, vous aurez un bon ROI. Vous serez rentable de faire ça. Donc, Black Friday, lancement de produit ou autre, même si je sais que ça fait mal au cœur d'envoyer un SMS, que soi-disant ça va damager la marque. Si c'est fait 2 fois par an, faut le faire. Fermer les yeux et revenir dans 3 jours pour regarder les ventes, mais le nombre de clics est juste ouf. Et l'ouverture du SMS, la légende, c'était que 100% des SMS étaient ouverts. Est-ce que les SMS sont pas ouverts de base? Enfin, est-ce qu'on peut en a une notion d'ouverture ou pas, tu vois? Non, on regarde les clics. Là, tu regardes les clics et tu vois tes clics. Et tu vois bien que ça a un impact, que ça contribue. Après, tu vois, tout est limité à moi, j'envoie des SMS des jours où j'envoie des emails. Donc, déjà, je mélange un petit peu. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est d'aider à optimiser tes performances CRM, à bien utiliser ta base pour faire un max de ventes au global. Très bien. Bah, c'est très clair. Du coup, on a fait cette première partie des choses qui sont obligatoires. On n'est pas e-commerçant tant qu'on n'a pas lancé ça, en gros. C'est vraiment, c'est vraiment les choses clairement obligatoires. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Il nous manque un truc. Dis-moi. Les automatisations. Oui, exactement. Oui, pardon, excuse-moi, qu'on avait intercalé. Excuse-moi, vas-y, dis-moi. Bah, c'est chaud. Je pense qu'on n'en va pas y passer 8 ans, sinon ça va saouler tous ceux qui sont pas aussi passionnés d'email que moi ou que toi. Je crois que t'adores pas mal le sujet. On peut faire vite. Vas-y. Pop-up, welcome series. T'as une pop-up, le mec s'inscrit, t'envoies une welcome series, logique. Tu lui dis bienvenue et tu lui donnes son reward si t'avais un reward. Tu lui dis qu'il a perdu s'il y avait un concours ou s'il a gagné, tu lui dis qu'il a gagné. Mais c'est moins probable. Nous, en général, les clients, ils mettent des ratios de genre 1 pour 1000 ou des choses comme ça, tu vois. Ce qui est pas mal, hein. Tu fais gagner plusieurs personnes tous les mois. C'est fair enough, tu vois. Donc, ça, c'est ta welcome series. T'envoies un mail instant. Combien d'emails là-dessus? Tout existe dans ce monde. Il y a plein de manières de le faire. Il faut faire des tests et voir quand est-ce que les gens, ils droppent. Une reco bien standard, c'est de se dire, j'envoie un mail instantanément. Assez simple, avec pour objectif qu'il clique et qu'il aille sur le site. Donc, tiens, voilà ton code. Salut, et 2-3 produits. Le lendemain, matin ou un truc comme ça, j'envoie un mail plus brand où j'essaie d'expliquer ce que je fais. Tiens, regarde, la marque, c'est ça, on fait ça, machin, tu vois. On va faire moins de ventes et on rappelle le code. Et je sais pas, 3-5 jours plus tard, un mail texte. Salut, c'est Michel, le cofondateur de la marque. Trop cool, tu t'es inscrit dans notre newsletter. On t'avait donné un code pour info, il expire ce soir. N'hésite pas à en profiter. Scarcity, ok, très bien. Tu vois, tu as 3 trucs, c'est simple. Et après, si tu as le temps et que tu veux faire plus, tu fais des tests et tout. Mais
moi, j'aime pas trop faire regretter les gens de s'être inscrits, tu vois. Si tu leur envoies 7 emails, ils sont, ah là là, relou. Donc, tu les dégoûtes. Donc, tout est, voilà. Et tu peux faire moins aussi, hein. 3, il y en a qui vont dire que je force, tu vois, tout est relatif. Donc ça, après, tu fais ton abandon. Pareil, nous, on fait 3 emails. Donc la personne, elle a abandonné au niveau du checkout, donc elle était au moment de payer, elle part. J'ai juste une grosse croyance là-dessus qui est que, je sais pas que toi d'ailleurs comment c'est en tant que client, mais j'ai l'impression que quand tu abandonnes ton checkout, c'est pas que t'es pas convaincu, c'est beaucoup que tu t'es pas chauffé, tu vois. J'ai abandonné un checkout ce matin, sérieux. Genre, j'ai vu un truc, je me suis dit je vais l'acheter, ce sera le cadeau de Noël de mon meilleur pote, et j'avais pas envie d'aller attraper ma CB et tout, je l'ai pas fait. Donc là, s'il m'envoie un abandon de panier rapidement, genre 1 heure après, bon là ça tombe mal, je suis en mode avion, mais s'il me retarget bien, il va faire la vente, tu vois. C'est pas que j'avais besoin d'être rassuré avec ces 75 000 avis positifs. J'étais au moment du paiement, j'étais déjà Donc là, l'important, c'est de jouer sur les délais et sur les personas, tu vois. N'a jamais acheté, a acheté une fois, a acheté plusieurs fois. Et comme ça, on va pouvoir être plus ou moins agressif dans les délais. Donc moi, par exemple, sur ce site, j'ai jamais acheté. Faut pas qu'il se gêne, hein. Faut qu'il me tape dessus, qu'il m'envoie. Faut qu'il aille de bon cœur. Ouais, parce que j'étais pas loin. Bon, moi, tous les soirs avant d'aller au lit, ma meuf ajoute des trucs dans un panier et les supprime du panier. Elle fait ça tous les jours. Donc du coup, elle met en galère par semaine des dizaines de marketeurs qui sont en train de comprendre pourquoi cette nana elle ajoute dans des paniers qu'elle les enlève à chaque fois, mais que ce soit pour tout, hein, que ce soit des trucs pour la maison, des trucs pour elle, des trucs pour les enfants, c'est toujours pareil. Donc c'est une norme aussi de j'aimerais bien savoir le nombre d'abandons de paniers, là j'ai plus la stat, mais c'est énorme. Et elle le fait même sur des marques qu'elle aime, hein. Donc je sais pas s'il y a une stratégie derrière de récupérer un bon promo ou un truc comme ça, mais en tout cas c'est très commun, l'abandon de panier. Il faut pas trop s'inquiéter non plus. Faut pas trop s'inquiéter. Il faut le traiter comme un truc, voilà, data. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de déchauffade. Tu vois, le fait que tu ne sois pas chauffé à aller au bout. Bah, du coup, voilà, on va envoyer un mail instant, genre 15, 30 minutes ou 1 heure après. Tu vois, un truc assez court. Si tu es très agressif, je vais envoyer un autre mail la même journée. Donc, je vais faire genre 30 minutes puis 2 heures. Si tu es moins agressif, je vais faire le jour 1, le lendemain matin, et un 3e mail le surlendemain ou 3 jours plus tard. Et toujours dans le même truc. Le premier très court qui renvoie sur le site. Le deuxième, là ce coup-ci je raconte pas l'histoire de la marque, mais je vais plus montrer les produits, un peu de réassurance et montrer des produits annexes. Peut-être que j'étais pas assez convaincu, mais que si tu me montres un autre truc, je dirais il va kiffer ça mon pote. Et après un dernier, soit je donne le code au deuxième, soit un dernier urgence avec un petit code. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la social proof, par exemple, salut Alice, du coup, t'as Germaine qui a acheté le même produit, et du coup, voilà le témoignage de Germaine, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut l'intégrer. J'ai peut-être tort. Je pense pas que ce soit ça qui fasse ta raison d'achat, mais plus le timing et la manière dont tu as foutu ton email, tu vois. Ok, très bien. Mais je pense qu'il faut l'intégrer. Ça serait une connerie de pas l'intégrer. Je veux dire, ça coûte rien. Souvent, les outils de review, ils ont des modules, c'est HTML que tu t'embeds dans ton email. C'est dynamique, c'est bien foutu. C'est vraiment, il faut le faire. Mais pour toi, c'est pas là le levier, quoi. C'est vraiment le momentum qu'il faut traiter, quoi. Je pense que ouais, t'as pas mal de business là. Et les métriques qu'on va chercher là-dessus, c'est 15% de récupération sur les prospects, 20% et plus sur les clients. Mais on est moins excité sur les ventes des clients parce qu'on savait qu'ils allaient racheter. Nous soyons pas agressifs sur des gens qui nous aiment déjà, tu vois. On pose ça là, on dit ah tiens t'as oublié un truc, mais t'es pas du tout en mode allez viens. Ils nous aiment, on a juste pas envie qu'ils nous aiment plus. Par contre les prospects, 15% c'est un beau chiffre. Donc on a ça. À minima on fait un abandon browse. Tu sais tu vas sur le site. Je te recommande pas forcément le lendemain de dire hey j'ai vu que t'étais venu. À l'ère de la RGPD c'est pas le truc qui excite le plus les gens. En revanche, tu pourrais, l'air de rien, demain matin, lui envoyer une newsletter qui présente des produits qui finalement ressemblent un petit peu, mais avec un petit peu plus l'air de rien, comme tu peux le faire sur Facebook. Le hasard comme par hasard, comme on dit, c'est ça. Ça va marcher, tu vois. Et ça, c'est les 3, si tu regardes overall, c'est les 3 grosses drivers en CRM. Le welcome, l'abandon et l'abandon browse, tu vois. Très bien. Et donc voilà, ça, on sait que la personne, elle est chaude, en fait. C'est plutôt ça. Je vais pas lui dire, tiens, j'ai vu que tu avais vu mon sac à main. Par contre, je sais qu'elle est chaude, donc je vais en profiter pour lui envoyer un mail le lendemain et un mail 7 jours après.
parce que j'ai quelqu'un de particulièrement chaud et je vais essayer de lui vendre un truc, quoi. Voilà. Très bien. Donc là, on était toute la partie prospect, j'ai envie de dire, des automatisations. Et du coup, comment tu traites les clients une fois que j'ai acheté? Qu'est-ce que tu les inscris à quel type de séquence? Nous, on fait 3. Là, on est dans les must-have. Je suis désolé. Hein, pour moi, il y a beaucoup de must-have, mais en vrai, c'est hyper important. Tu as 3 logiques. La première qui est pas valable pour tout le monde, mais qui est valable pour ceux qui ont la main sur leur logistique ou qui vendent des infoproduits ou autre. Un post-purchase upsell. Donc, tu viens d'acheter. Je t'envoie un mail pour te dire merci, tu viens d'acheter. Soit la promo dont tu as profité, je te file un petit peu mieux si tu rajoutes un produit dans les X prochaines heures, parce qu'on va économiser la livraison. Soit je te rappelle l'urgence. Typiquement, hier, j'ai convaincu une très belle DNVB de faire ça. C'est-à-dire elle fait une offre, elle fait jamais d'offre, tu vois. Elle fait une offre, ça va être 4 jours. Et du coup, pendant les 4 jours, les gens qui achètent, on leur dit merci, vraiment, vous avez kiffé. Pour info, vous le savez, on fait jamais de promo. Donc, si vous voulez en profiter pour faire des cadeaux de Noël et tout, n'hésitez pas. Je sais pas ce que tu en penses. Je vois pas dans quel monde ça convertit pas au moins 1, 2, 3%, tu vois. Il y a un faux mot parce que déjà, il y a jamais de promo et on l'annonce. Il y a un momentum. Ouais, clairement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Puis surtout que tu proposes à des gens qui ont déjà acheté, donc t'as pas peur de dégrader quoi que ce soit, tu vois. Ils sont déjà convaincus. Ils viennent d'acheter, ils ont leur CP sous la main. On envoie ça instant, donc avec la confirmation de commande, avec un objet archi pushy, genre qui est lié à la commande. Donc à forcer, tu vois, autant forcer correctement. Là, tu as un taux d'ouverture énorme et des marques. Moi, j'ai des clients qui vont faire 5% de commandes en plus avec ce genre de mécanisme. Donc c'est ouf. Et je sais que là, pour le coup, c'est de l'incrémental, c'est pas de l'attribution. Ça, c'est de la marge, quoi. C'est que de la marge. Que de la marge. Si tu maîtrises ta logistique, si ta logistique est externalisée, ton prestataire ne permet pas de merge les commandes, ça peut sentir la connerie, tu vois. Parce que tu vas faire des ventes à 16 € sur lesquelles tu payes 7 € de shipping, t'es moins content de ton OP, quoi. Mais si tu as la main sur la logistique ou si ton prestataire merge les commandes, là, c'est fantastique. Du coup, tu payes pas 2 fois le shipping pour ceux qui ont pas la notion, c'est ça, en fait. Si tu rajoutes un truc dans le colis, ton colis est en cours de préparation, on l'a pas encore refermé, est-ce que tu rajoutes un truc dedans, quoi. C'est très très cool. Très très bien. Et ça, c'est une grosse erreur de pas le faire. Ah ouais, et j'avoue de ne jamais l'avoir fait. Et du coup, non, mais c'est clair. Ça, faut le faire. Sûr de sûr. Et après, tu peux, taper les gens qui viennent d'acheter avec un post-purchase onboarding, qui est en gros assez cyclique. Genre au début, on veut pas qu'ils achètent, on leur apporte un peu d'amour et tout. Et puis après, on va leur présenter, on va optimiser notre expérience pour s'assurer que tout le monde est la même. Tu vends des t-shirts noirs et tu vends aussi des pulls noirs. Tu veux t'assurer que tout le monde sache que tu vends aussi des pulls noirs. Donc, si le mec, il a acheté un t-shirt noir, mais qu'il n'a pas acheté de pull noir, que c'est sa première commande, c'est ce moment-là où tu vas optimiser ton cross-sell et autres. Tu vas onboarder la personne dans la marque et faire tes cross-sell. C'est assez long comme flow et c'est pas forcément un gros driver de CA, mais c'est important. Et ensuite, tu as ton churn. Tu vends des t-shirts noirs. Ça dépend de la qualité, mais potentiellement, il a besoin d'en racheter de temps en temps quand même. Tu l'as pas vu depuis 6 mois, tu l'as peut-être perdu, tu vois. Là, ça dépend de ton niveau d'agressivité. Moi, je recommanderais d'envoyer au moins 3 séquences de promo. Donc, c'est-à-dire, tiens, je te fais une promo sur tes t-shirts noirs. Donc, une promo valable 7 jours. 5 jours après, je te rappelle. Je dis, attention, la promo, elle expire dans 48 heures. Ça, c'est une fois. Je change de promo avec une autre manière. Tu vois, tu as filé 10%, tu files à 5 €, fait, peu importe. Hop, on recommence. Dans un mois, on fait, tiens, 7 jours, ça expire. Hop, on recommence. Tu fais ça 3 fois. Si après 3 fois, il n'a pas acheté, je pense que... Quelle fréquence entre les promos? Un mois, je pense, au moins. Un mois, ok. Entre les 2 séquences. Donc, c'est hyper important de comprendre aussi on s'intéresse souvent aux pains qui permettent d'acheter un produit. C'est quel est le problème que ça résout et machin, etc. Et on travaille dessus pour faire de l'acquisition. Mais ça nécessite aussi de comprendre le fonctionnement, l'utilisation du produit aussi. C'est très clair. Est-ce que ce genre de truc-là, ça marche sur des produits qui ont été vendus très émotionnellement? En mode, je l'ai acheté parce qu'il y a eu un super marketing, mais au final, l'utilisation, elle est moins folle, quoi. Moi, je viens tu sais, on en a parlé la dernière fois, je viens d'un monde où on vendait des pulls géants ultra confort. Je pense qu'on est clairement dans ce que tu dis là. On avait un très bon marketing. On travaillait. Mais le produit est ouf, hein. Mais je veux dire, ouais, ça marche. Oui, non, mais c'est un achat émotionnel, quoi.
c'est waouh, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ce produit, c'est un super cadeau de Noël. C'est un produit super cadeau de Noël, hein, pour les viewers, ça s'appelle Sweetblade, sweetblade.com. C'est le meilleur cadeau de Noël, ça vaut 40 euros. C'est un pull géant ultra confort pour chiller à la maison. On fait 70% de notre CA pendant Q4. Mais même eux, ils font du CA en automation. En fait, c'est du volume. Si tu regardes les chiffres, c'est pourri, tu vois, c'est pas bon. Mais si tu regardes à l'année, la marge incrémentale, c'était une bonne idée de le faire. Après, effectivement, tu vois, c'est différent, quoi. C'est pas, tu vends pas un produit où le repeat est naturel. Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Ok, ben très bien. Très, très clair. Mais tu peux vendre. Et fort charge à toi de tous les ans sortir des nouveaux modèles, tu vois. Mais ça va se passer côté news. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est important de le mettre. Et après, dernier point dans les must-have en automation, des automation marketing, il y a trop de gens qui le font pas. Typiquement, ce que tu dis, si t'as pas un Typeform qui est envoyé en auto sur ton Klaviyo alors que tu as une marque et que tu vends des produits, c'est dommage. Tu leverages pas le fait que les clients, ils pourraient te donner des infos. Donc ça, c'est genre, c'est hyper important. Là, je porte un t-shirt, désolé, je suis un placement produit géant, mais en vrai, c'est parce que comme ça, vous pourrez aller voir les news, vous verrez, ils sont forts. Ça s'appelle le t-shirt propre. Quand t'achètes, je crois, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il vient te ressonder sur à quel point tu kiffes la qualité du t-shirt. Et comme ça, après, il utilise ses benchmarks et il sait que le t-shirt, il tient, tu vois. Il faut pas avoir peur de demander l'avis. Faut pas avoir peur de demander l'avis. Ça permet plein de choses. Et surtout, j'imagine que si je communique sur si j'affirme que l'expérience client elle m'a plu, tu vas pouvoir aussi me segmenter et me proposer des choses. Ouais. J'imagine que ça va nourrir plein de choses. Enfin, si mon expérience a été bonne, tu vas pas me traiter de la même manière en CRM que si mon expérience avait été mauvaise, quoi. Si elle a été mauvaise, si tu as un bon CRM, tu sais, il va envoyer une notification au SAV, il va leur dire de le corriger. Et si tu as une expérience qui a été bonne, bah, tu envoies un petit coupon, c'était sympa. Soit en fin de Typeform, soit après par email. Et c'est encore un driver. Mais je crois qu'ils le font pas pour ça, ils le font pour savoir si c'est bien et optimiser le repeat par le produit du coup. Très clair, très clair. Du coup, on a fait cette première partie. Donc, du coup, tu disais que ça correspond à peu près, c'est 60% de l'effort à peu près. Non, c'est 60% du podcast et Du podcast. c'est 20. Ouais, si c'est un gros effort. Je sais pas, j'arrive pas à mesurer si tu pars de zéro. Je pense en deux, trois dimanches, c'est fait, tu vois, admettons, en 2, 3 Ok, jours, très bien. un peu intense. Et c'est ce que tu dis là, 80-20. Ça, c'est genre, parce que tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes d'effort et de charge de travail. Nous, on fait que ça toute la journée, mais avec ça, tu auras 80% du résultat et tu es fier. Si tu l'as fait rigoureusement, tu peux laisser ça et te concentrer sur l'acquise. Tu vois, quand tu fais moins de 100 cas par mois de CA, ça sert à rien de passer ta journée sur le CRM, quoi. Tu te chauffes, tu fais ça bien une fois, mais la croissance, elle se passe sur les ads. Alors moi, c'est pas du tout un domaine que je maîtrise assez, mais c'est eux qui font les croissances des marques. C'est eux qui arrivent à convaincre des nouveaux gens de rentrer dans la boucle. Très clair, très bien. Ça, c'est hyper bien aussi de dire, parce que les efforts, ça, je le vois tout le temps dans les gens qu'on forme, les gens qu'on accompagne, les efforts, optimiser le micro détail, alors qu'on n'a pas le volume nécessaire pour en apprécier en plus les bienfaits et les avantages, c'est très 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 souvent. Donc ce truc-là, si ça prend en effet 2-3 jours focus pour le mettre en place, il faut en effet le faire. Les outils par rapport à tout ça, Klaviyo on en a parlé. Pour les SMS, tu utilises quoi toi? J'utilise SMS Bump pour les marques qui utilisent Shopify. Aujourd'hui, c'est Yotpo. C'est très bien, c'est intégré à Klaviyo, donc ça, tu sais, les segments, ils communiquent entre eux. Ok. Voilà. Mais moi, je suis pas très représentatif parce que je suis full. T'as Twilio qui est bien pour les SMS. Et si tu veux pas utiliser Klaviyo, tu peux aller voir du côté type Sendinblue. La solution pas chère, c'est Sendinblue, qui est française en plus, mais qui est un peu moins, à mon sens, qui est un peu moins sympa. Et après, il y a pléthore d'options, quoi. Très bien. Et là-dessus, est-ce que tu mets en place des stratégies WhatsApp ou pour toi c'est pas encore assez démocratisé malgré tout? Je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez bon. Je te cache pas là-dessus. Aujourd'hui, on est en France. Tu vois, déjà on n'a pas d'opt-in SMS. Alors les opt-in WhatsApp, on en a 0. Historiquement, moi, quand j'étais du côté annonceur, on voulait pas le faire parce que c'était lié à ta Facebook page. Et on avait peur que si le CRM manager, en l'occurrence moi, force un peu,
ils viennent pénaliser notre cœur de métier qui est d'amener des clients vers notre site. Mais je sais que par exemple, on bosse avec l'Amérique latine et ils sont trop chauds sur WhatsApp. Et ouais, on a beaucoup à apprendre. Je pense que si tu me redemandes dans un an, je te dirai, j'espère que je te dirai que on a des super strates. Ok. Nous, on voit en tout cas sur des inscriptions webinaires pour inciter les gens à vraiment se pointer au webinaire quand ils ont booké ils se sont inscrits. Le WhatsApp a vraiment un intérêt. Le WhatsApp a vraiment un intérêt, voire même l'audio automatisé sur WhatsApp en mode on vient de démarrer le webinaire, on t'attend. Ça cartonne. Après, le e-commerce, on est un peu moins sur un profil technophile. Donc, j'ai tendance à croire que c'est un peu une croyance, hein, que WhatsApp un peu moins. En tout cas, sur la vente d'infoproduits, ça cartonne WhatsApp. C'est un trop stylé. Mais ça, je pense que ça marche, hein. C'est juste qu'il faut savoir le mettre en place, bien l'optimiser et tout. Mais je pense que je vois pas dans quel monde, si tu arrives à convaincre quelqu'un de s'abonner à ton WhatsApp, si tu lui pushes une newsletter WhatsApp, c'est sûr que tu as un meilleur taux d'ouverture que ton email, hein. Très bien. Et là-dessus, au niveau de ton reporting, tu utilises quoi à ce moment-là? Là, on est dans les must-have, donc du coup, est-ce que tu utilises, c'est quoi? C'est un bon vieux Excel ou t'as un autre outil qui te permet de gérer tout ça? C'est compliqué le reporting en CRM parce que tu vois, en ads, tu as des outils comme Supermetrics qui permettent de remonter toutes les infos et que tu peux brancher sur un data studio. En CRM, le problème, c'est que les pourcents, ça s'additionne pas, tu vois. Du coup, ton abandon de panier, bah, le pourcent, ça s'additionne pas en fait. Donc, la manière dont c'est calculé, c'est un peu mal foutu. Donc, Marocco, c'est un Excel, c'est très bien. Ou alors, je pense que le plus important, c'est des docs. Donc, nous, on utilise ClickUp, mais ça peut être fait sur Notion, où tu prends note de tes A/B tests. Tu vois, comme ça, tu te rappelles pourquoi tu avais pris ces décisions. En se rappelant qu'un A/B test, il y a des règles, hein. Tu peux pas décider du winner à 120 passages, hein. T'attends 1000 passages ou 500 si t'es pressé. Et voilà. Et nous, on fait des Excel parce qu'aussi, on n'est pas forcément toujours satisfait avec ce qu'on peut avoir ailleurs. Mais sinon, déjà des docs où tu tiens bien note et tu regardes. Le fait de loguer ces actions, nous, depuis qu'on le fait, on a vu clairement un gros impact. Parce que tu traites 20 sujets en même temps. Si tu sais qu'à un moment, tu as arbitré une audience ou que tu as envoyé un email dans telle circonstance ou tu as fait un A/B test sur telle page, si tu le logs, ça permet... mais un truc tout simple, hein. Ce que j'ai fait, pourquoi et qui l'a mis en place, bah, c'est juste le trigger, le quoi, le qui. Et le quand, parce que comme ça c'est automatique, c'est dans nos chaînes. Nous, ça nous a permis vraiment d'avoir de la visibilité et de voir quand tu bouges un curseur, qu'est-ce que ça impacte. Et évidemment, faire des tests de manière scientifique, c'est-à-dire tester qu'une seule chose à la fois, ou moins du moins un test qui ne peut pas, enfin deux tests ne peuvent pas ne peuvent pas se cumuler parce que sinon on n'y voit plus rien du tout. Ça c'est absolument évident. Très bien. Et donc du coup, si on va aller plus loin, si on veut faire si on veut faire le pas supplémentaire, qu'est-ce que tu nous as préparé? Deux trucs. Enfin, on a coupé en deux, les automatisations et les news. Les automatisations, c'est c'est illimité. Il faut savoir que c'est illimité. Moi, j'espère que tous les jours, on continuera à s'améliorer, à avoir des nouvelles idées. Et plus tu as de temps, plus tu peux faire des choses poussées. Parce que les choses que tu fais qui sont poussées, c'est la double peine. Parce que ça prend du temps à le faire une fois. Mais si tu veux l'optimiser, ça va prendre encore plus de Du temps. temps à maintenir. Parce qu'il faudra A/B tester ton flow à rallonge, archi personnalisé, tu vois ce que je veux dire, c'est archi long. Et donc c'est mon premier point, la personnalisation. Si tu as du temps, tu peux faire des flows, ton abandon de panier qui segmente bien en fonction de premier achat, deuxième achat, troisième achat, tu vois, des choses sympas. On a un client, il est super drôle, il fait des mèmes sur tous ses post-purchase. Et il a une série, parce qu'on a que ça à faire, nous, de faire des mails, puisque c'est notre métier. Donc on peut avoir plein de mails différents avec plein de mèmes, et comme ça, à chaque fois que t'achètes, t'as un mème différent, t'es content, tu trouves ça drôle, tu vois. Mais parce qu'on a que ça à faire. Donc la personnalisation en fonction du segment du client pour personnaliser l'expérience, c'est génial. Donc ça s'applique sur tous les flows qu'on a mentionnés avant. Une fois que tu as du temps, tu peux personnaliser tout ça. Modulo, d'être sûr que tu auras le temps pour faire les A/B tests sur chacun des chemins. Parce que si tu fais une machine de guerre, mais que du coup tu l'A/B testes plus, tu fais des moins bons résultats que si tu avais un truc simple que tu avais testé régulièrement. Tu vois. Et d'ailleurs, en général, il est recommandé de faire bien ta version 1, de bien l'optimiser, tu vois, avant de personnaliser. Parce que sinon, tu vas perdre un temps fou. Parce que les passages sur les gens qui ont acheté 6 fois tout pile, avant Oui, de faire c'est des long. tests représentatifs, t'es pas arrivé.
Est-ce que justement, quel échantillon je dois avoir? Parce qu'en fait, si j'ai un flow avec beaucoup de conditions, en effet, beaucoup de personnalisation, etc., à partir de quelle taille de segment, comme en pub, on aurait pu dire taille d'audience, à partir de quelle taille de segment je commence à vraiment personnaliser? Sinon, je suis dans la branlette intellectuelle et dans ce cas-là, ça sert à rien, clairement, pour parler crûment. En dessous de 100 cas par mois, je fais rien. Je fais que ce que j'ai dit avant. Ok. Au-dessus, tu gagnes du temps. Et même nous, moi, je recommande pas d'aller beaucoup plus loin que genre 3, 4 versions, tu vois. Sauf le Ok. programme de feed que j'ai mentionné après, mais bah voilà, un, personnalisation, deux, optimisation continue, les A/B tests, et les loguer là, comme vous faites sur Notion, c'est parfait, tu vois. C'est en fait, ça, c'est un hack de ouf en termes de perf. Si tu logs tes trucs, à long terme, tu ne peux que gagner. Et acheter des convictions. Parce que ce qui est valable pour un store n'est pas valable pour tous les stores. Mais toi, tu t'es fait ta conviction et tu as une réponse à donner, tu vois. Ah, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que très souvent on croit qu'il y a une stratégie qui est un peu universelle. Là, tu démontes un peu le truc et c'est très bien. Moi, on me pose souvent la question aussi sur les infoproduits. Ce qui est valable pour un store n'est pas valable pour un autre. Ce qui est valable pour un avatar n'est pas forcément valable pour un autre aussi. Et également ça à mettre en relief avec la temporalité. Ce qui est valable maintenant et surtout on le voit sur les années là depuis les confinements, déconfinements, guerre, plus guerre, machin, je sais plus quoi. Nos stats, elles sont. Avant, on arrivait toujours, avant 2020, on arrivait toujours à peu près à connaître le waveform de notre année. On savait qu'on avait un gros Q4, on avait un été qui était un peu plus un peu plus light, voire même mort. Ensuite, voilà, on avait une rentrée qui était plutôt cool, puis ça rebaissait, puis ça augmentait. Enfin, et depuis post-Covid, en tout cas sur la partie publicitaire, je sais pas si tu le ressens sur les emails, c'est quasiment impossible maintenant de prédire en fait des saisonnalités sur le business. C'est beaucoup plus freestyle, ouais. Tu peux avoir un mois d'août exceptionnel pour certains clients. Et tu vois, pour des clients, tu vois. Hier, j'ai une cliente hôtel, elle me dit en ce moment, je scale. Elle me dit, c'est chelou, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, je scale pas. Et ça dépend, hein, tu vois, il y a plein de... Enfin, ouais, c'est un environnement qui est assez imprévisible. Mais elle s'achète des convictions. Tu vois, la dernière fois, elle avait fait un texte message, alors que c'est une marque assez stylée. Euh, Bah là, elle le refait pour le Black Friday, tu vois. Elle apprend mais elle fait du volume, donc elle peut se permettre d'apprendre de ses résultats pour optimiser. En dessous, je me concentre, en dessous de 100K, je fais aucun de ces trucs parce que je pense que l'effort, il doit être fait à trouver un canal d'acquisition rentable. Une machine où si je donne 1 euro, je sais qu'elle me ramène plus. Une fois que j'ai ma machine, mon canal d'acquisition rentable, même si c'est pas day one, hein, mais je sais que genre, si je donne 30 euros, il me ramène un client qui, tu vois, know your metrics, quoi. Une fois que tu as tes métriques Oui. business, bah là, tu peux optimiser tout le reste. Tu vois, nous, on est une fonction support, quoi. On est là pour aider à optimiser la marge de manière générale. Non, hyper intéressant. Et du coup, juste pour conclure là-dessus, moi, je suis 100% aligné avec ça. Et du coup, depuis ces quelques années, il faut arrêter de chercher les recettes toutes faites, des trucs réappliquer des trucs qu'on entend, clés en main, sur des hacks, des machins, des trucs. Depuis ces 2 dernières années, la, il faut tester des choses, il faut s'acheter des certitudes, comme tu dis. J'aime beaucoup l'expression. Je la reprendrai peut-être si tu m'autorises. C'est en fait c'est là. On est dans l'ère du test en fait, puisque on repart du principe qu'on ne sait plus rien sur nos business. C'est vraiment hyper important. Donc parfait, c'est très clair. Et puis, Très cool, merci. les outils sont géniaux. Je veux dire, on a trop de chance de bosser sur Internet. C'est trop bien. Tu vois, tu avais un commerce avant, tu voulais faire un A/B test du produit que tu mettais à côté de la caisse, tu pouvais pas. Euh, et tu vois, et du coup, il faisait beaucoup moins d'optimisation. Mon père est commerçant, il optimisait un peu le parcours dans son magasin, mais très peu, tu vois. Alors que toi, si je te laissais un magasin, tu t'amuserais toute la journée à voir ce que tu vois et à suivre ton panier moyen si tu avais des bonnes métriques. Mais il y a pas Mm. de, enfin, du moins T'es mal avant, équipé quoi. Mm. il y avait moins d'outils, c'était moins facile, tu vois. Nous, sur Internet, en e-commerce, c'est vachement, nous, le CRM, par exemple, c'est vachement facile d'optimiser, tu vois. Euh, Enfin, c'est facile, oui. Les A/B tests Du moins, t'as les cartes en main, quoi. T'as les cartes en main. Tu les utilises ou pas, mais c'est clair. Et puis, non, clairement, c'est top. Et ce côté où tu segmentes les choses qu'il faut absolument et les choses qui seraient cool d'avoir en plus, c'est bien parce que on peut vite être noyé aussi sur trop de détails, trop d'informations. Et toi, t'es très clair là-dessus. Et j'aime beaucoup cette approche-là de dire, au bout d'un moment, oui, mais sinon, avant, c'est pas utile, quoi. C'est pas la prio du moins. Donc clairement. très bien. Et du coup, dernier truc sur les automatisations, et moi je suis un énorme fan, c'est les programmes de fidélité. Dire que
le CRM, nous, notre business, c'est d'augmenter le repeat, tu vois, et la lifetime value. Parce que comme ça, nos clients, ils peuvent mieux piloter leur acquisition en étant confiants sur le fait que les clients, ils vont leur apporter de l'argent. Et mine de rien, envoyer des emails, que ce soit des newsletters ou des automatisations, ça aide ça. Mais il y a bien un truc qui aide aussi, c'est le programme de fidélité, tu vois. Donc, ça dépend du business. Évidemment, si tu vends des télés, ton programme de fidélité, il est moins essentiel. Maintenant, si tu vends des télés et que tu es un gros, je pense qu'il est pas si débile que ça, tu vois. Parce que tu pourrais aider les gens à fidéliser, à acheter que des télés Samsung, tu vois. Nous, on adore les programmes de feed. Je pense que c'est vraiment cool. Si tu es gros, que tu fais 200K plus, c'est vraiment intéressant d'avoir un programme de fidélité, que tu vendes des t-shirts ou des savons et, euh, et tu peux l'intégrer dans toutes tes automatisations. Donc là, tu vois, typiquement, Ok. tes clients, toi, c'est quoi ton programme de feed ou tes clients? Bonne question. Je sais même pas. Je sais même pas. Après, tu sais, j'ai une relation particulière à la consommation, tu vois. Donc, je sais pas si je suis vraiment le bon exemple à suivre. Mais je sais même pas. Je crois que chez le coiffeur, chez le coiffeur, j'ai un truc. Mais sinon, en ligne, je me rappelle même pas. Je crois pas avoir Ah, quoi mais que tu ce vois, le soit. coiffeur, il en a un. Hmm. Le pizzaiolo, il en a un sans te le dire, tu sais, où C'est de vrai temps aussi. en temps, il t'offre une bouteille de rosé sans te le dire Hmm. localement, tu vois. Et c'est un programme de fidélité, tu vois. Il augmente la loyalty. Moi, tu vois, c'est ce qui me fascine, c'est les compagnies aériennes. Ils sont assez forts là-dessus. C'est vrai que j'ai ça aussi. Ouais. J'ai le Flying Blue, machin. C'est vrai aussi. C'est vrai. T'as raison. Et tu vois, nous, on dessine les programmes de feed pour nos clients. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous inspirer des grosses boîtes. Parce que si on s'inspire des petits, ils ont fait confiance à des gens comme Email Club pour le définir. C'est bien, mais on n'est pas des experts. Si tu regardes le programme de feed d'Emirates, ils ont probablement payé des consultants très expérimentés pour faire ça, tu vois. Donc, si on fait ça et qu'on regarde eux, Flying Blue, Starbucks et autres, on a une bonne notion de ce que des gens qui sont intelligents et probablement calés sur leur domaine ont décidé qui faisait sens pour tel business. Et du coup, à partir de là, on adapte. Et après, ton programme de feed, puisque notre CRM, il a toute la connaissance client, il te permet d'aller implémenter dans... Donc, en gros, on fait des programmes de feed. Sur ton fichier client, tu sais où il est, tu sais quel reward il a et quel est son prochain reward. Et tu peux leverage ça comme un trigger enfin, comme un outil pour faciliter la conversion. Typiquement, l'abandon de panier de quelqu'un qui a acheté 2 fois, au lieu de pas lui filer de code parce que t'es pas une marque promo, tu dis au fait, oublie pas, hein, tu as un code que tu avais gagné grâce à ta fidélité la dernière fois. Tu vois bien que entre ton non personnalisé et personnalisé feed, tu augmentes le truc, tu vois. Si tu as un super outil, nous on fait avec Klaviyo, tu peux le faire gratuitement avec Klaviyo pour 0 € Ok. juste en remontant on utilise pour construire le programme la Historic Customer Lifetime Value. 1 € dépensé égale 1 point. C'est imparfait, ça couvre pas les retours et plein de petits cas business qui ne fonctionnent pas avec ça. Mais Mais un sur le outil, volume, ça vaut le coup. ouais, pour beaucoup ça marche. Ça vaut un outil de fidélité, ça vaut 5, 6, 7 000 € par an, tu vois. Donc, pour certains, c'est rentable de faire avec les imperfections, de construire un programme qui les prend en compte et d'économiser 7 000 € par an. Si tu as un outil stylé qui, par exemple, prend en compte un truc que tu n'as pas sur un... Il y a 2 trucs qui sont sympas sur le programme de feed que tu n'as pas sur Klaviyo. Un, c'est l'expiration des points. Tu vois bien que si un mec a plein de points et tu lui dis dans 20 jours ils expirent, tu vas maximiser tes chances qu'il rachète. Et 2, c'est les boosters de points. Tu gagnes une carte supplémentaire dans tes newsletters pour favoriser l'achat qui te coûte pas tant d'argent que ça. Tu peux dire ce week-end, les points sont doublés. Tu vas pas faire fortune avec ça, mais c'est un peu mieux que si tu l'avais pas, tu vois. Et ça, dans le Klaviyo, tu le configures comment, en fait? Parce que si t'as ta règle 1 € égale 1 point, Ça, tu tu peux. t'es obligé d'utiliser un truc à part? C'est ta Ça, secret ouais, sauce, ça? je sais pas le faire dans Klaviyo encore. Hmm. Je pense qu'on peut contourner le bail des points qui expirent avec une custom intégration. Je suis en train d'en faire un sur un là, mais je sais pas faire parce que tu vois je sais faire passer ton compteur à 0 et je sais pas remonter les points de 0 à X, tu vois. Donc si tu Ok. utilises Yotpo, tu peux, tu vois, qui est un super truc de feed. Ou il y en a d'autres, hein, mais Yotpo c'est bien. Et sinon les boosters de points, je sais pas le faire non plus, tu vois. Ok.
En tout cas, c'est un sujet, tu m'en avais parlé pendant la préparation. C'est vrai que moi, c'est un sujet sur lequel je suis pas trop, j'étais pas trop au courant, mais tu vois, en fait, quand tu me dis, c'est vrai que le pizzaiolo, en effet, j'ai la putain de carte, tu sais, avec le magnète sur le frigo, tu vois. Et chez le coiffeur, pareil. Air France, j'ai un vrai FOMO à ne pas commander sur Air France, par rapport au point. Et tu vois, en fait, je pense que c'est bien. En tant que consommateur, je savais même pas que j'étais dans le problème de feed, mais quand je suis en train de consommer, à ce moment-là, c'est vrai que ça fonctionne. Et en plus, là, je suis sincère. Tout à l'heure, je savais vraiment pas donc à quel truc j'étais inscrit. Donc vraiment un gros levier. Est-ce que les programmes de recommandation, par exemple, recommande la marque à un ami, machin, une sorte d'affiliation, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que t'as des bonnes pratiques? On le fait, ça marche. Après, moi, ça me passionne moins parce que je sais, je sens moins. Tu vois là, maintenant qu'on parle de la feed, tu vois, tu sens le truc business Ouais, studio. t'as une grosse énergie sur la fille, ouais. Je sens le truc. Là, le parrainage, j'ai pas l'impression que tu vas faire fortune avec ça. Tu vois, pour moi, c'est de l'incrémental. Il faut le faire. Il faut mettre en place un programme de parrainage. Dans ton flow d'onboarding, tu vas présenter ton programme de parrainage. Maintenant, combien de fois tu as des potes qui t'ont convaincu d'acheter un truc avec un programme de parrainage? C'est assez faible, tu vois. Mm. Donc, Non, les seuls qui sont un peu arrivés, je crois que c'est Uber en fait, qui avait un petit peu réussi à le gérer avec le code promo, mais sinon, mais parce qu'il y avait un gros reward. Et puis c'est des boîtes qui n'avaient pas besoin de gagner d'argent parce qu'ils savaient déjà qu'ils en perdaient à chaque commande. Donc en perdre un petit peu plus ou un petit peu moins, ça change rien. Donc le reward était directement financier, etc. Mais à part ça et les banques en ligne, je connais pas mais parce qu'en fait c'est des gros rewards financiers. voilà, ce matin, tu as Boursorama. Moi, j'ai une boîte mail terrifiante avec tous les trucs. Ce matin, je vois justement Boursorama, ils sont très forts là-dessus. Et ils t'envoient c'est du vrai argent. Donc, Donc compliqué à répliquer dans un business. Ouais. je pense qu'il faut le faire. Je suis moins convaincu. Ça peut être intéressant de le faire et de le détourner. Tu vois, on a un client qui utilise de l'affiliation pour les micro-influenceurs. Mais là, c'est pas des domaines sur lesquels je suis très compétent. Mais ça peut être une manière où du coup, tu as des gens qui sont contents de promouvoir ta marque. Ça m'excite moins que la fidélité. Il faut le faire, mais je trouve ça moins excitant. Très bien, très clair. Du coup, on a fait la partie automatisation. Il reste, je crois, la partie newsletter dans les nice to have. Yes. Bah, varier les formats. Si tu as du temps, on a un métier qui est particulier, tu vois, faire des mails, c'est-à-dire que tu fais du contenu qui va être utilisé une fois. C'est terrifiant. C'est-à-dire que si tu as le temps, tu peux faire plein de trucs de ouf et à chaque fois, tu vas passer une journée à faire ta news et puis elle est envoyée une fois, c'est fini, on recommence, tu vois. Donc, nice to have. Comment tu fais? C'est pas le moment d'avoir oublié le lien sur le call to action, hein, que ça clique et que ça aille sur google.fr, quoi, parce qu'on a fait un test. On vérifie tout, hein, évidemment, avant d'envoyer. Ouais. Là, c'est un drôle de métier, ça aussi, sur les conneries. C'est-à-dire que tu peux pas corriger a posteriori. C'est trop tard, tu vois. Donc, tu es obligé d'avoir des filtres. Sinon, c'est pas bon. Et donc, les formats, archi chaud de varier les formats si tu peux. Et c'est comme ça, je pense que tu vas maintenir ton interaction. On a un client qui s'appelle 900 Care, vous pourrez regarder ce qu'il fait. Il y en a. Qui est sorti hier, l'épisode avec Emric. Il est sorti, non, avant-hier. Il est sorti mardi matin. J'ai pas eu le temps de l'écouter. Il est trop fort. Et Emric est très, très fort, déjà de base. Il est super smart. Et il a plein d'idées de trucs à raconter dans les emails. Il y en a, c'est les nôtres. Il y en a beaucoup, c'est les siennes. Et du coup, il se passe toujours plein de trucs dans ses mails. Donc, je serais pas surpris que dans 18 mois, il y ait toujours de l'interaction avec ses emails. Mais parce qu'il y a un travail de malade, tu vois. C'est-à-dire qu'il a tout le temps des idées. Et là, ils ont fait la TVA verte. Ils ont communiqué avec les députés. Tu sais, on a envoyé un mail avec un mail préécrit qu'on a envoyé aux députés. Il en a parlé dans le podcast, c'est génial, c'est génial. Et il engage sa communauté. Il te tient au courant. Il fait une actu. Tu builds le truc avec lui en fait, tu vois. Et donc déjà, c'est un intérêt parce que déjà l'idée, elle est loin d'être con. Comme on disait dans l'épisode, t'augmentes la TVA sur le coca pour éviter d'avoir des obèses, mais du coup, ça pourrait être intéressant au lieu de sanctionner toujours les gens, même si dans l'absolu, sur les mauvais produits, augmenter la TVA, je suis pas contre, mais donc déjà politiquement, c'est intéressant parce que tu récompenses des gens. Et en plus de ça, tu builds avec tu builds avec ta communauté, donc c'est absolument génial comme pour l'engagement. Non, mais il est trop chaud. Il est trop chaud. La TVA verte, c'était très bien. Et après, on a plein de clients. Nous, on a de la chance parce que nos clients, c'est des clients comme ça qui sont des belles marques. Et tu vois, pour ne pas les citer, parce que dans la salle de bain, si vous allez voir la news d'Unbottled,
Ils sont un peu concurrents, mais ils sont assez différents. Il y en a un qui vend des produits solides. Euh, Anne Bottle, c'est genre des créas qui sont toujours incroyables. Elle a toujours une actu de ouf. En bas, elle a toujours une petite actu écolo. Et si tu regardes sur toute l'année, donc tu vois, c'est une news par semaine. Tu reçois jamais deux fois la même news ou jamais tu vois, donc c'est travaillé, quoi. Et t'as plein de marques qui vont faire ça. La newsletter du vendredi d'une autre marque, What Matters, qui fait de la salle de bain. Et il y a plein de marques. Si tu regardes des marques qui sont pas nos clients aussi. Asphalt qui fait des news vraiment bien. Euh, il y en a, tu vois, il y en a plein. Si tu as du temps, tu peux faire ça. Et ça, c'est archi stylé. Et ça, à long terme, tu maintiens ton engagement, tu vois. Et comment du coup, donc tu parles de varier les formats, comment tu varies entre les mails de valeur ou de storytelling ou de branding de manière générale et les mails et les mails de vente, quoi, les mails avec un call to action directement marchand. Il n'y a pas de recette miracle, ça dépend de tes objectifs. Et justement, c'est le point d'après aussi, c'est segmenter. Nous, on essaie de faire du CA tous les mois, tu vois. Déjà parce qu'on est une agence, on est payé pour ça, mais aussi parce que pour moi, les emails, et c'est fait pour ça. Bah, typiquement, on va segmenter, soit utiliser des segments pour faire de la réactivation. Donc, typiquement, les gens qui ont acheté deux fois des t-shirts noirs, mais qui ont jamais acheté le pull, bah, tu vas leur envoyer une news spéciale pull le mardi, et le dimanche, tu vas faire ta news marque, tu vois. Si on peut, si on a le temps, c'est toutes les semaines faire une news de réactivation. Si vous êtes d'accord de le faire, il y en a qui veulent pas, plein de marques qui veulent pas, mais c'est trop bien, tu vois. Et ça va augmenter les perfs. Donc on fait du CA avec ça, on fait du CA, pas trop de news de contenu, tu vois, sauf si ton objectif c'est juste marque. Mais sinon, en fait, tu peux faire du contenu cool et vendre des produits, tu vois. Donc voilà. Et la segmentation, c'est valable pour un autre truc. Pour les gens qui ont des gros catalogues, pendant des moments clés, typiquement le Black Friday, si tu es une boîte où tu as un site avec pas mal de trucs de déco de 80 à 300 euros, tu vois, ou à 3000 euros, on voit pas la même news à tout le monde, tu vois. Coupe par rapport à le panier moyen de ton segment. Et comme ça, tu peux envoyer aux gens qui dépensent peu des produits qui sont plutôt dans leurs moyens et aux gens qui dépensent beaucoup des produits qui sont dans leurs moyens. Les mecs des protes, par exemple, moi, j'adore, j'en parle souvent, mais parce que j'ai un client qui vend des protéines, que le CRM dans les protéines, c'est hyper important. Donc, nous, ça nous amuse beaucoup. Et lui, tu vois, il y a des clients qui dépensent moins de 100 euros, des clients qui dépensent plus de 100 euros. Et ceux qui dépensent plus de 100 euros, ils dépensent toujours beaucoup et les autres, ils dépenseront jamais 100 euros, tu vois. Bah, ceux qui dépensent plus de 100 euros, on leur envoie des offres basées sur des gros paniers où on peut être super généreux, mais si tu dépenses beaucoup, tu vois. Et les autres, on leur envoie des offres valables site-wide, tu vois. Et le même jour, mutuellement exclusif, tu vois. Mais là, Okay. t'as fait deux fois. T'as fait deux fois plus de news, tu vois. Juste si t'as segmenté deux fois, tu vois. Donc ça, faut du temps. Dans tous les cas, le volume d'emails là pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais envoyé un email, peut-être ça peut sembler énorme, tu vois, de tout ce qu'on s'est dit là, mais en fait, faut pas oublier que on s'adresse à des fans de la marque, du moins il faut essayer de les faire devenir fans, et que eux ils en auront jamais assez. Donc en fait, si on fait pas partie du 1, 2, 3% de fans dans la liste, bah en fait on peut pas comprendre. Mais en fait on est tous fans d'une marque et en fait on en a jamais assez d'avoir. Moi je suis fan de Hublot, la marque de montre. Alors ils communiquent rarement, mais là ils m'ont envoyé un espèce de catalogue, mais un truc vénère. On dirait un annuaire des PTT, tu vois, à l'ancienne. Ils m'ont envoyé, mais j'ai adoré, tu vois. J'ai kiffé le truc et j'ai qu'une envie, c'est de me racheter une montre en ce moment parce qu'ils m'ont envoyé ce truc-là. Alors c'est des produits chers et donc du coup c'est des produits que t'achètes pas tout le temps. Mais si je sais pas, dans la fenêtre de conversion de 6 mois, c'est bientôt Noël en plus, je m'achète une montre. Le catalogue qu'ils m'ont envoyé, qui leur a peut-être coûté entre 5 et 10 balles, je pense, d'envoi, ils l'auront rentabilisé fois plusieurs centaines de pourcents, quoi. Et en fait, faut pas hésiter. Ça peut nous sembler être un énorme volume d'informations, être un peu spammy, etc. Et quand on est fan, on en a jamais assez. Je sais pas comment tu vois le truc, toi. Je suis trop fan de ton histoire du catalogue. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit justement récemment que ça marchait particulièrement aux US sur la fashion. Je suis super surpris du truc. Mais c'est super malin pour tes segments de gens qui sont un peu engagés. Parce qu'après, ils vont pouvoir toucher. Il va être sur, pour peu qu'il soit bien, il va être à la maison et tout.
Il est sur la bibliothèque à la maison. En plus de ça, on va pas se mentir, le fait, tu mets celui-ci, mais tu vas pas mettre le catalogue que tu as reçu de je sais pas quoi, tu vois, parce qu'il est joli, c'est un bel objet, etc. Donc ça, c'est stylé, et ça s'apprête bien à la typologie. Après, on n'est pas obligé de vendre des montres à plus de 20 000 balles pour aussi se concentrer enfin, voilà, là, ça concerne ce segment de produits-là parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est les codes du luxe. Mais on peut trouver des trucs malins à envoyer tout le temps et l'email peut être vraiment sympa. Le côté volume d'email, est-ce que toi c'est vraiment un frein aujourd'hui des gens qui passent pas à l'action pour envoyer des emails? Est-ce qu'ils ont peur d'être spammy justement? Tout le monde, je pense. Ce qui est bien, c'est d'être rationnel, de mesurer tes métriques. Tu peux, suivre ta pression email, donc le nombre d'emails moyens envoyés à tes différents segments ces 7 et ces 30 derniers jours, s'assurer qu'elle n'explose pas. Et après, il n'y a pas de bons chiffres. Tu vois, moi, j'ai des clients qui envoient 4 newsletters par semaine, et pas des trucs archi spammy, des trucs assez stylés, et des clients qui en envoient une par semaine. Faut quand même pas oublier que les gens voient pas tous les emails et que nous, on travaille dans le e-commerce ou sur Internet, donc on a l'impression qu'on les voit tous, mais beaucoup de gens voient pas tout. T'envoies quand même que à des gens qui sont intéressés, qui se sont inscrits à une newsletter. Tu vois, on a quand même pas mal de choses qui nous donnent envie de leur écrire. Et à la fin, ça rapporte de l'argent. Donc, in fine, ça reste une boîte qu'on a fait pour ça aussi. Donc, moi, je pense qu'à minima une par semaine. Après, testez plus, suivez vos métriques. Si l'unsubscribe, il est pas sain, c'est pas bon. Pas sain, c'est genre plus de 0,6-0,7% sur un mail. Et alors, si c'est sur le mois, il faut faire attention. Suivre la progression de la taille de la base, tu vois. Si tu es en train de cramer la base, tu sais que tu es un peu chaud, mais il faut être rationnel. Et après, moi, si tu me demandes, les gens ils voient pas tous les emails. Et comment ça se passe au niveau du passage en boîte, tu sais, la boîte Gmail de promotion? Est-ce que ça, tu as des hacks pour éviter d'y être? Est-ce que au niveau de la délivrabilité, de manière générale, est-ce que tu as des solutions? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des bonnes pratiques à mettre en place? Alors déjà, je connais que selon ma compréhension du truc, puisqu'il n'y a pas de Bien guide. sûr. Malheureusement, ils ne nous fournissent pas de guide. Donc c'est que un peu comme un SEO, tu vois. Bon, un peu moins chiffré, mais l'idée c'est suivre bien sur chacune de vos news les pourcentages d'ouverture par client. C'est-à-dire que si vous avez 40, 40 et 25 sur Gmail, c'est que ça pue. Auquel cas, passez déjà en Dedicated Sending Domain. On voit en ce moment que ça aide. Donc, en gros, c'est le fait de s'authentifier et de prendre la responsabilité de la réputation. Pendant longtemps, on a utilisé des Shared Sending Domain parce que, avec des boîtes en énorme croissance, avec des volumes d'envoi qui, du coup, sont surprenants, on trouvait que c'était plus rentable de pas prendre la responsabilité de la réputation. Aujourd'hui, on se rend compte que Gmail préfère quand on fait ça. Et après, sinon, c'est la segmentation, c'est d'envoyer des mails aux gens que ça intéresse. Et globalement, de bien monitorer. Mais quand on passe en spam, on peut toujours revenir en boîte principale. Pour ça, il faut resegmenter super serré et être assez rigoureux pendant 3, 4, 5 semaines, d'envoyer des mails très engageants, faciliter le clic, que les gens répondent. Très intéressant parce qu'il y a énormément de croyances par rapport à ça, des gens qui veulent changer d'autorépondeur ou qui veulent changer de nom de domaine, mais donc c'est possible, c'est pas irréversible d'être en spam, quoi. Ah ouais, non. Je mentirais si je disais que je l'avais jamais vu, tu vois. Ça nous est arrivé une fois, Q4 dernier, on avait justement mis une roue de la fortune sur un client, et tu vois la roue de la fortune, tu sais que typiquement ça chope beaucoup de junk mail, et du coup tu envoies des critères rouges à Gmail puisqu'il y a des gens qui n'ouvrent pas le premier email. Et donc on l'a fait très longtemps. Et on a beaucoup forcé. On a fait beaucoup de CA, mais on a un peu forcé, tu vois. Et en janvier, on avait 25% de taux d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie qui est en spam. Et 3 semaines plus tard, de mail full text, plus un concours, et on est revenu. Quand je dis un concours, c'est qu'en gros, on a incité les gens à répondre, à cliquer sur l'email, à partager l'email. Et du coup, on a triché sur booster l'interaction. Moi, j'ai tendance à croire, c'est une opinion, c'est une opinion, donc c'est pas, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais j'aimerais bien avoir ton avis, que on tend vers un monde où les gens vont moins consommer, et du moins les gens vont consommer différemment. J'ai tendance à croire ça. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que le business des influx, en plus en ce moment il y a le bad buzz avec Booba et tout machin, mais que en gros le fait de faire de la promotion de tout et n'importe quoi sur des gens qui n'ont pas demandé, ça fonctionnera plus, et qu'il y aura plutôt des gens qui seront fans des marques qu'ils consomment,
consommeront différemment. Et alors, attention, je suis pas l'écolo de l'année, hein, loin de là. Je roule avec une bagnole qui pollue beaucoup. Je fais plein de conneries de ce côté-là. Donc c'est même pas dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt juste d'un point de vue juste de société, mon avis. Du coup, je vois vraiment l'email que carrément moi j'ai sous-estimé dans ma carrière. Je sais que c'est une grosse erreur. J'ai fait beaucoup de pubs. On était bon là-dedans, donc du coup on a maximisé ça. Mais j'ai tendance à croire que justement l'email et le fait d'entretenir des communautés et de capitaliser sur des marques, c'est peut-être l'avenir, plus qu'avant, plus que les sites jetables, plus que on achètera peut-être plus un produit qu'une marque au final à la fin. Toi, ton avis par rapport à ça, est-ce que tu vois les choses évoluer? Est-ce que tu es d'accord avec mon sujet ou pas d'ailleurs? Tu prêches un convaincu, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres sur le marché que la fidélisation, c'est important, tu vois. Et tu vois, les bonnes marques sont assez transparents, ils embarquent leurs clients avec. Et même juste par rapport aux métriques, tu vois, par rapport aux métriques et au business qui a changé, tout le monde est aligné, tu vois. Toi, tu as intérêt de faire en sorte que tes clients soient contents pour qu'ils reviennent, parce que ça t'a coûté très très cher pour qu'ils viennent. Et tu as intérêt d'animer ta communauté, parce que quand tu vas faire un lancement, ça va faciliter ton lancement et autres. En termes par rapport à ce que tu disais sur la responsabilité, je pense que ouais, on tend vers le beaucoup, beaucoup moins jetable quand même. Même si j'ai l'impression qu'il y a toujours deux trucs de fond. Alors moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de défauts, hein, j'habite à Dubaï, c'est très critiquable sur l'écologie. Je le cache pas. Et j'essaie d'avoir quelques trucs où je suis un peu moins catastrophique. Typiquement, le tout jetable, t'as et Shein qui explose, et nous avec les DLVB où on essaie de réduire le plastique. Et c'est en même temps. Donc, j'ai bon espoir, tu vois. Nous, nos clients, ils tendent vers ça. Euh, mais il y a les deux trends en même temps, quoi. J'ai l'impression que si des gens comme toi, moi, on commence à se poser des questions là-dessus, c'est que c'est un peu moins bobo mainstream. Ça devient un peu plus mainstream, c'est un peu moins bobo. Le fait de se poser ces questions-là, c'est peut-être bon signe. Si nous, avec tous nos défauts, on commence à en parler au bout d'1h22 de podcast, c'est plutôt bon signe. Ouais, sur les emails en plus. Non, mais en fait, c'est le fait d'animer sa communauté. Je suis persuadé que l'email aura un vrai rôle à jouer. Et moi, je pense qu'il va y avoir un regain d'intérêt pour l'email dans le marketing parce qu'il y aura pas le choix, tout simplement. Ça nous coûte trop cher d'acquérir de l'audience. Avant de couper l'épisode, est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour nous parler de ton agence et nous parler de tes clients, de la façon dont tu les accompagnes? Enfin voilà, tu nous dis le niveau de détail que tu veux. T'es pas obligé d'aller en profondeur si t'as pas envie. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton activité pro? Ouais, avec plaisir. Écoute, moi, tu me demandes de parler de mon agence. Bah, c'est Email Club. On est une agence CRM pour les e-commerçants. Nous, on vend un truc assez simple. J'étais CRM manager avant dans un groupe e-commerce. Et je pense que beaucoup de gens ont bénéficié d'avoir quelqu'un de focus sur les emails avec une expérience email. Et donc, ce qu'on vend, c'est un CRM manager externalisé. Pour des questions d'attribution aussi, tu vois, ça répond aux enjeux qu'on a pu évoquer précédemment. Pour des questions d'attribution et tout, je pense que c'est compliqué le modèle d'une agence CRM est très particulier. Donc nous, on vend un forfait mensuel fixe, sans engagement, en échange de quoi on s'occupe on s'occupe du CRM, quoi. Donc l'idée, c'est que nos clients, ils rejoignent Email Club. C'est comme s'ils nous recrutaient. Ils auront un team leader qui, avec moi, va s'occuper de définir les stratégies et de travailler sur un peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les strats. Et le team leader, dans son équipe, il a 3 CRM managers et 3 designers. Et pour une marque, il y a un CRM manager et un designer. Le CRM, il écrit et il joue avec Klaviyo. Et le designer, il prépare les créas qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un peu notre cheat. C'est que t'as jamais des emails aussi stylés si t'as pas autant de designers. Et la moitié de la boîte, c'est des designers. Et après, le deuxième cheat, c'est qu'on est archi nombreux parce que c'est un métier qui est assez nouveau. Et du coup, on a beaucoup de formations. Et pour garder la qualité, on est un peu surstaffé. Ça, c'est un peu ma strat. Mais du coup, là, au 1er novembre, on sera à 30 pour 35 clients, tu vois. Donc, c'est un peu... Okay. Mais c'est ce qui permet de former. C'est ce qui nous permettra d'avoir 50 clients dans 6 mois, tu vois, ce qui est un peu l'objectif. Donc, d'avoir les gens qui se sont formés avec le fait de pouvoir en parler en interne. Voilà, et on accompagne... en vrai, je suis incroyablement saucé des clients qu'on accompagne. Je parlais tout à l'heure tu vois, sur la salle de bain, on a 900 Care, What Matters, Unbottled. Après, on a des super marques sur la maternité, tu vois, Tajine Banane, June. Qui est bordelaise, je crois, Tajine Banane.
Ouais. Ok, bordelaise. June aussi, ok. June, j'étais client à l'époque où mes enfants mettaient des couches. Très bien. June, mastodonte du e-commerce, tu vois. Donc, je suis très content. Et puis après, on a un peu de tout. On a un marché bio en ligne qui s'appelle Casidomi. On a de la déco très premium, tu vois, avec The Cool Republic, des t-shirts en coton bio, le t-shirt propre que je vous recommande, ils sont très chauds. Après, je vais pas tous les citer, mais voilà un peu l'idée, quoi. Donc, c'est des belles marques qui, au lieu de recruter quelqu'un en interne qui serait assez junior, bah, ils vont plutôt se dire, je vais préférer pour le même prix, donc on vend ça plus ou moins le prix d'un junior chargé, je vais préférer payer une agence, en plus j'aurai la flexibilité que ça soit sans engagement, et je vais avoir un peu du team leader, un peu de celui qui écrit, un peu du designer, et voilà. Non, mais en plus, je pense que c'est comme le media buying. Le media buying, il ne faut pas l'internaliser. On peut l'internaliser, mais je pense qu'il faut avoir une partie consultant pour tout simplement avoir parce qu'on regarde, on peut espionner tous nos concurrents, à regarder les pubs, à regarder les emails de nos concurrents. Mais ça, c'est la vitrine. L'arrière-boutique, on le connaît pas. Et donc, du coup, les évolutions de marché, les évolutions de pratique, si on n'a pas quelqu'un qui gère plusieurs comptes, on va manquer d'informations. Donc, je suis assez persuadé qu'en fait, il faut prendre justement un prestataire il faut mutualiser un prestataire avec d'autres concurrents ou du moins d'autres confrères, d'autres pairs. Donc, dans ton cas, c'est des NVB entre June et Emric 900 Care. Il y a aucun rapport, à part que c'est peut-être éventuellement le même consommateur et c'est peut-être à peu près le même avatar. Enfin, je dis ça parce que moi, je suis client des deux. Mais à part ça, sur les pratiques techniques, je trouve que c'est plutôt bien justement d'avoir des consultants ou des prestataires qui travaillent sur plusieurs dossiers pour avoir une vision globale technique du truc. Donc très très cool. Puis c'est des fous, tu vois, aujourd'hui quand on sera 50 et que on aura 50 personnes qui font que du clavier toute la journée, des gens qui sont sur le marché francophone et qui font ça, il y en a très peu. Et donc ils auront un avantage par rapport aux autres d'être très bons sur Klaviyo, tu vois. Et après peut-être qu'un jour on ira ailleurs. Mais bon voilà, moi je kiffe vraiment, on se régale. Big up à mon équipe et big up à Julie aussi parce que les designers, t'as vu, je te parle de designers et tout, mais c'est pas du tout mon expertise et ça c'est géré par Julie et ça a été l'équipe, elle a été construite par Julie qui est la deuxième personne à m'avoir rejoint et qui est la seule à maîtriser et Figma super bien et Klaviyo super bien, tu vois. Trop bien. Mais écoute, big up à Julie et big up à tout le reste de l'équipe, alors que je ne connais pas encore, mais en tout cas, je suis sûr que c'est des gens très bien. Cet épisode, il était un petit peu monté à l'envers parce que normalement, je demande un peu, je demande de te présenter au départ, je demande d'expliquer ton client, les enjeux, etc. Là, on l'a fait un peu en mode masterclass parce que tu voulais vraiment amener beaucoup de valeur dès le départ, et donc ça, c'est vraiment top. Donc du coup, pour ceux qui suivent souvent les podcasts, vous allez voir qu'il est déconstruit, mais il est différent et il est très très bien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas encore posée depuis le départ? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé avant de raccrocher? Non, écoute, le seul truc, c'est que je le répète parce que comme ça, peut-être ça m'aidera à long terme, tu vois, on croise les doigts. Où est-ce qu'on va avec Email Club? On va jusqu'à vendre des pizzas par email, tu vois. Donc la North Star, moi je me dis plus je le rappelle, plus un jour ça arrivera. C'est qu'un jour des grandes sociétés qui ont plein de points de vente de food nous fassent confiance pour gérer leurs emails. Parce que pour moi, le CRM c'est hyper important et c'est trop sous-utilisé. Et je rêve d'envoyer un mail le mardi qui soit tellement pertinent qu'il y ait beaucoup de gens qui commandent une pizza mardi soir, tu vois. Et c'est déjà un peu le cas, c'est fait par certains acteurs. Mais à mon avis, si tu mets les best practices de gens qui ont passé beaucoup trop de temps à faire que des emails toute la journée sur quelqu'un qui vend de la food, tu dois pouvoir trop t'amuser, tu vois, booster les jours creux, enfin bref. Donc voilà, ça c'est la North Star avec un peu de chance dans 2 ans, tu vois. Ça, c'est la vision. Ok, trop bien. Et justement, la prochaine étape, c'est souvent ma dernière question. La prochaine étape actionnable à court terme, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à court terme? Que nos clients ils soient contents et qu'ils restent. Aujourd'hui, on est tout petit, donc tu vois là, on en parlait tout à l'heure, mais la croissance elle passe par juste le fait que les clients ils soient contents. Donc si nos clients ils sont contents de ce Q4, avec un peu de chance, ils resteront en janvier et normalement sur 35 clients, ça pourra nous amener à 50 clients qui est l'objectif. Donc là, voilà, c'est d'arriver à faire des bonnes perfs pendant Q4. Si tu peux me souhaiter ça, que les gens ils achètent des trucs suite à avoir vu nos emails pendant Q4. Bon, très bien. Allez vous inscrire aux emails de June, de 900 Care et des autres pour cliquer sur les mails de Thomas. Thomas, merci beaucoup. J'ai adoré cet épisode, c'était vraiment cool.
Merci pour ta transparence, ton humilité, parce que moi je sais que t'es une machine de guerre, mais tu fais comme si t'étais arrivé hier sans faire exprès, tu vois. Et ça, je trouve ça trop bien. Cette humilité, franchement, c'est un truc qui est top chez toi. C'est pas le cas de tout le monde dans le métier, donc ça c'est vraiment hyper appréciable. Super épisode avec plein de pépites. Il y a plein de trucs que moi je dois mettre en place déjà prochainement et je conseille à tout le monde de s'intéresser à au moins la première partie, et puis une fois qu'ils ont dépassé le seuil symbolique des 100K, de s'intéresser à la deuxième partie de ce que tu nous as donné. C'était pas un épisode à écouter en x2, ça c'est clair, parce que c'était un épisode avec beaucoup de notions et de valeurs. Donc voilà, Thomas, une fois de plus, merci, c'était vraiment trop cool. Je souhaite un bon Q4 du coup. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et plutôt aussi bon Q4. Et on se reparle. Allez, bientôt. super. Très avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.